entends Je très très vous, bien. voilà, je vous présente Modef, c'est lui qui va modérer le live. C'est un professionnel du domaine du journalisme, donc je préfère qu'il soit le modérateur du live. Donc il sera celui qui va le plus échanger avec vous et il passera les questions aux uns et aux autres. Quand vous avez dit professionnel du domaine, j'ai eu peur parce que je ne suis pas professionnel du domaine atomique. Ici, c'est le docteur qui est professionnel. Bonsoir, docteur. J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Allô, docteur, Bonsoir, je bonsoir. m'appelle Vincent Kondiok, appelez-moi Vincent. C'est Ok, préférable, je suis bonsoir le grand. Vincent. Ok. N'est pas? Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir, moi je vous entends très D'accord, bien, c'est alors, vous qui c'est m'entendez vraiment impressionnant. pas. D'accord, super. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Oui, oui, Moi, bonsoir. c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir, docteur, hein, des profils comme le tien, puisque tu préfères que je t'appelle Vincent, ça veut dire que tu préfères qu'on se tutoie. Il y a un retard sur. Ça va de soi. D'accord. Alors, c'est vraiment impressionnant quand on parcourt Je dis ton ça va de CV. soi. Alors, oui, il y a un retard. Il y a un retard dans. Alors, je disais que c'est impressionnant quand on lit ton CV. Alors, on y lit par exemple que tu es ingénieur atomiste, docteur en génie nucléaire. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux concepts, atomiste et génie nucléaire? Est-ce que c'est différent et quelles sont les différences? Oui, l'atome, en réalité, c'est une différence d'ordre de grandeur. Hmm. On est entre l'ordre de grandeur, on est entre 10 puissance moins 3 pour passer du nucléon à l'atome. C'est aussi simple que ça. C'est une question de quelqu'un qui est beaucoup plus au niveau nucléaire regarde le nucléon, donc beaucoup plus infiniment petit. Et quand il passe sur l'atome, il commence à regarder les choses beaucoup plus en grand. D'une certaine manière, c'est un ordre de grandeur au niveau physique. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est la même discipline. C'est juste une différence d'ordre de grandeur, c'est ça? D'accord. Oui, Ah, c'est comme si oui. il y a quelqu'un qui soigne le paludisme. Il y a un qui regarde plutôt le virus et l'autre qui regarde la température, c'est-à-dire la fièvre qu'on a sur le corps. Hmm. Mais tout le monde travaille sur le paludisme. Vous D'accord. comprenez Mais à peu vous, vous près ou faites les bien deux. je Mais m'exprime toi, tu mal. fais les deux. Toi, tu fais les deux. Oui, effectivement, parce que en réalité, quasiment tout le monde fait les deux, mais tout le monde n'est peut-être pas spécialiste dans les deux et autres. Mais pratiquement, si vous faites les ingénieurs atomistes, la plupart du temps, c'est davantage ceux qui ont travaillé sur un certain nombre d'activités qui peuvent être l'énergie nucléaire et autres. Mais maintenant, c'est-à-dire la production d'énergie, ça peut être au niveau militaire, la bombe et ainsi de suite. Par contre, vous allez voir, il y a beaucoup, quand on parle de physique, on parle la plupart du temps toujours de physique nucléaire. Parce que les physiciens, lui, va regarder l'infiniment petit et d'une certaine manière pour pouvoir comprendre le processus. Moi, je vais davantage regarder ce que le mécanisme qui va créer quelque chose. Ça peut être l'énergie, ça peut être, je dirais, une explosion, ou du moins la partie bombe, ça peut être les radiations et ainsi de suite. D'accord. Un autre élément fondamental de ton parcours, hein, j'ai du mal à te tutoyer, un autre élément fondamental de ton parcours nous dit que tu es un ancien de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, et vous avez travaillé pour l'Iran. Alors, à ce sujet, j'ai deux petites questions. Alors, d'abord, comment on se sent quand on travaille pour une organisation qui a remporté le prix Nobel de la paix? Euh, Nous sommes là en 2005, conjointement avec Mohamed El Baradei, qui était le directeur de l'AEA. On se sent comment en tant que Vincent Konjok, on se sent comment quand on travaille pour une pareille organisation? C'est un peu compliqué à expliquer en aussi peu de temps, mais on se sent exactement comme toi et moi, sans plus. Mais en réalité, ça donne quand même une certaine satisfaction de connaître là où on est sorti et là où on est arrivé et qu'on puisse se retrouver dans les salons Nobel et autres et on se rend compte qu'on est classé parmi parce que il y a déjà ça a été donné à l'AUA
dont le personnel de l'AEA devait en profiter, mais d'être déjà parmi ceux qui ont été sélectionnés pour pouvoir représenter l'AEA, ça, je dirais, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais en réalité, je peux l'expliquer simplement en réalité. Ce qui m'amène là, à être là aujourd'hui avec vous, c'est ce que je pourrais dire, c'est ce ressenti-là. C'est de pouvoir être avec des jeunes frères, de pouvoir leur expliquer qu'on peut partir de pas grand-chose, qu'on peut être de famille modeste, à force de travail, à force d'abnégation et autres, et qu'on peut arriver quelque part. Et ce que je ressens, ou ce que j'ai ressenti, je dirais, c'est ce que je suis en train de ressentir, de pouvoir discuter avec vous, et de pouvoir peut-être là, parmi tous les gens qui vont m'écouter, qu'il y ait un ou deux qui vont se dire que notre pays, notre Cameroun n'est pas simplement le pays des arrivistes, mais c'est le pays des gens qui peuvent se battre parce qu'on peut y arriver et qu'on puisse construire, qu'on puisse être capable de se mettre à construire un pays qui sera un pays bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Donc, on ne se sent pas plus grand et c'est pour cela que il y a beaucoup de gens qui vont dire je suis humble, je suis modeste. Non, c'est simplement que ça n'apporte rien. Tout n'est que vanité en réalité. Ça n'apporte rien de plus que ce qu'on peut peut-être apporter aux autres. C'est le regard que vous pouvez avoir vis-à-vis de ce que j'ai fait. C'est ça qui va me donner un certain ressenti approprié. Et c'est peut-être l'occasion de vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé, parce que la plupart des gens qui font physique, bon, ils s'orientent différemment, mais vous avez choisi un secteur assez poussé de la physique, un secteur pointu. Comment on Bon, je vais vous faire devient un ingénieur, devient... aveu et autres. Ouais. Attendez Vous un peu, m'entendez attendez là? un Vous m'entendez? instant. Modef a un problème de réseau. Modef, tu as un problème de réseau. On n'a pas entendu toute ta phrase. Alors, je disais, c'est l'occasion peut-être pour moi de vous demander, ouais, j'ai du mal à vous tutoyer, à te tutoyer, hein. C'est l'occasion pour moi de te demander comment on devient ingénieur atomiste. Comment on devient ingénieur atomiste? Comment est-ce que comment est-ce que tu as décidé de t'orienter là? Explique-moi un peu comment ça s'est passé. Bon, je vais te l'expliquer très très simplement. Sur une base, je faisais des études d'ingénierie électrique. Et si vous avez vu le film du créateur de Facebook, c'est un peu, c'est souvent des défis. Je me retrouve dans une situation où à cette époque-là, et parce que si je suis ingénieur atomiste, c'est parce que j'ai fait une école qui s'appelle l'INSTN que très peu de gens, même qui vivent en France, connaissent. Mais vous pouvez taper sur Google, vous allez voir. C'est une école de spécialisation et c'est la seule école française qui forme des ingénieurs atomistes, de génie atomique. C'est la seule, il n'y en a pas deux. Donc, toute autre personne qui aura fait n'importe quelle école en France n'aura pas ce diplôme-là. Et c'est une école de spécialisation où des ingénieurs polytechniques, centrales, Supélec et mines et autres vont faire leur spécial. Donnez-moi une seconde. Bro? Oui. Bon, donc c'est cette école-là et c'était plutôt un défi. Je me retrouve dans une situation de défi avec des amis que c'est une école qui est réservée à des Français. Et moi, j'ai un passeport vert et tout cela et que c'était impossible. Eh ben, on se dit... Il y a un problème de réseau. On l'entend plus. On l'entend plus. Eh oui, c'est les aléas du direct, on l'entend plus, les figés. Ça doit être, c'est sûrement un problème de réseau. C'est sûr. Voilà. Aïe. Alors Vincent, on t'a perdu un peu, on t'écoutait pas un moment. On t'a perdu quand tu disais que c'était un défi pour toi.
tu vois, avec un passeport ndolais, comme on dit chez nous, on pourrait penser que c'est impossible et tu as pris ça comme un défi. C'est là qu'on t'a perdu. On l'a encore perdu. Moi, je pense qu'il faut qu'il coupe la vidéo pour que le faisceau puisse passer facilement. S'il laisse la vidéo, ça sera haché tout le temps. Ouais, c'est possible. Bon, quand il revient, on lui propose ça. Et je crois que ça ne va pas vous gêner de ne pas le voir. On l'a déjà vu de toute façon. D'accord. Je vais un peu couper sa caméra. Tu peux le faire de là? Oui, il a un problème de connexion, donc ça n'arrive pas à se couper. Il est figé. Ah ouais. Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes là de nouveau? J'ai coupé votre caméra parce que la caméra se fiche et sûrement un problème de réseau et tout. Donc, on va pouvoir continuer la discussion sans caméra. Peut-être que ça pourra régler le vaisseau. Est-ce que vous nous écoutez, docteur? Allô? Allô? Vous Oui, m'entendez? docteur. Oui, docteur. On a été coupé. Ouais, vous m'entendez là? Maintenant, oui. Maintenant, 5 sur Oui, 5. est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Alors, tu étais en train de dire que c'était pourtant un challenge. C'est à partir de ce moment qu'on t'a perdu. Oui, oui, effectivement, je disais que c'était un défi où, avec des amis et autres, on considérait que c'était impossible. Et j'ai dit pourquoi pas. Je vais essayer de relever le défi. Et autres, ça c'est vraiment la première raison. Mais après, dans la réflexion, la deuxième raison, c'est que à notre époque, on est dans les années 80. La situation commençait à devenir difficile en France pour pouvoir trouver du travail. Quand on a, comme vous disiez, un passeport de lait et autres, ça devenait un peu plus difficile. Donc pour moi aussi, sachant qu'en entrant dans le monde du nucléaire, d'une certaine manière, je n'aurai aucun problème d'emploi. Et ça, c'était aussi la deuxième raison non négligeable qui m'a poussé à m'y lancer. Et effectivement, avec beaucoup de travail, un peu plus de chance et tout, on y est arrivé. Voilà, on y est arrivé. On y est Vous arrivé m'entendez là? au point où tu as travaillé, en fouillant dans ton parcours, tu as travaillé pour l'Iran. Ici, ça m'intéresse de m'arrêter un instant. Nous avons le privilège de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes privilégiés. Alors, dis-nous Vincent, alors, l'Iran, selon toi, a-t-elle les capacités à l'heure où à l'heure où nous parlons de faire une bombe atomique? Quand on parle de capacité, il y a beaucoup de points à regarder. Moi, je travaillais avec l'Iran et je fais partie de ceux qui ont travaillé pour la finalisation d'un projet qu'ils avaient lancé depuis une vingtaine d'années qui s'appelle la centrale nucléaire de Boucheïr. Et nous l'avons menée à bien et elle est opérationnelle aujourd'hui. Ce que je pourrais dire simplement, c'est que moi, je ne crois même pas que les Iraniens ont envie d'avoir la bombe atomique et autres. Les Iraniens, aujourd'hui, ont une réflexion que nous n'avons jamais eue en Afrique. C'est qu'ils ont compris une chose extrêmement importante, c'est la technologie. Vous comprenez? Et je ne vais pas élaborer énormément. L'acquisition de la technologie est la chose la plus importante pour les Iraniens. Maintenant, la capacité, ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire une bombe atomique? À ma connaissance, non. Mais la capacité de pouvoir la faire, mais bien sûr que oui. Ils peuvent la faire à tout moment, puisque aujourd'hui, le travail le plus difficile dans la bombe atomique, l'équation de la bombe atomique, tout le monde la connaît, hein. Tout le monde la connaît. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur en ingénierie nucléaire, il connaît l'équation. Il connaît exactement comment calculer la masse critique pour cela. Le problème, c'est que l'enrichissement du combustible est le point le plus compliqué. Et le problème dans l'enrichissement du combustible, il y a deux technologies. L'ultracentrifugation gazeuse et puis il y a la technologie laser. L'ultracentrifugation gazeuse permet de faire en sorte que si vous pouvez faire un enrichissement de 0,1, vous êtes capable de faire l'enrichissement à 95, voire à 98, et vous êtes capable de faire la bombe atomique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont déjà de l'ordre de 60. Ça veut dire d'enrichissement, ça veut dire qu'ils peuvent
faire l'enrichissement, donc ils maîtrisent la technologie. La deuxième technologie est la technologie au laser. Et si je peux laisser un message aujourd'hui, je considère qu'il serait le plus important, cette technologie est africaine. Les Sud-Africains qui l'ont trouvé. C'est pas les Américains, c'est pas les Français, c'est pas les Anglais, c'est les Sud-Africains qui ont la technologie la plus complexe et la plus avancée. La différence entre les deux technologies, c'est quoi? C'est que l'ultracentrifugation, si vous voulez faire un enrichissement à 90-95%, il vous faut une surface très grande avec des centrifugeuses. Pourtant, au laser, vous pouvez le faire dans un petit bureau et vous pouvez faire cet enrichissement-là. Eux, ils maîtrisent l'enrichissement, l'ultracentrifugation gazeuse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont la capacité de pouvoir aller au bout parce qu'ils ont la technologie. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire au jour J aujourd'hui? La réponse est, à ma connaissance, non. Ok. Alors ça, c'est des sujets qui seraient importants d'approfondir, mais vu le temps qui nous est imparti, nous allons rentrer dans le vif de ce qui nous concerne au Cameroun. Le 10 février 2026, l'État du Cameroun a finalisé l'opération de rachat de Eneo au fonds britannique Actis. Coût de l'opération 78 milliards de nos francs. Alors pour toi, au-delà du symbole que constitue la renationalisation d'un secteur névralgique de notre économie, alors pour toi, est-ce que l'opération financière était rentable? Et puis, au final, qu'est-ce que ça va changer, la nationalisation des Néo, devenue Socadel? Je vais commencer par une note très positive. La renationalisation de Eneo, c'est un point extrêmement positif dans la mesure où je suis de ceux qui n'ont jamais accepté la privatisation. Donc, dans ce sens-là, il n'y a même pas à discuter. C'est une chose, c'est une action qui a été extrêmement positive. En ce qui concerne les conditions, je n'ai pas envie qu'on en discute parce que c'est parler sur... Quand une décision a déjà été prise par un chef, il n'est pas nécessaire de commencer et continuer à en discuter énormément. La décision est déjà prise. Trouvons les solutions pour évoluer. Maintenant, pour vous dire simplement, de façon très simpliste, ça a été les conditions de rachat ne peuvent pas être acceptables pour des gens qui ont un minimum de réflexion et d'analyse. Vous m'entendez? Parfaitement, parfaitement, Est-ce que vous docteur. m'entendez? Parfaitement. Oui. Donc, les conditions d'achat et de renationalisation des Eneo étaient extrêmement mal ficelées. Le prix de rachat de Eneo était inacceptable. Je vais vous donner juste un exemple. On a vendu Eneo à peu près une vingtaine de milliards. 23 milliards. C'est 23 ce qu'on milliards. dit. Et une 23. partie de l'argent, et une partie, je veux ne pas être très très précis et autres. Donc il y avait une trentaine de milliards et autres qui devraient permettre à ce qu'on refinance la société. Cette trentaine de milliards, on ne les a jamais vus. Ça, c'est un. De deux, on ne les a jamais vus. On nous dit qu'ils ont été apportés dans la société. C'est de deux. La société qui a été privatisée était sans dette. Et les investissements qui devraient être faits par AES et après par Eneo, donc c'est-à-dire Actis et autres, considérons qu'ils aient été faits. Mais avec les 800 milliards de dettes que nous avons aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, ils n'ont absolument jamais investi. Et si vous voyez ce que eux, ils ont pu récupérer de cette société-là, pour nous pousser encore à racheter cette société à 78 milliards et autres, c'est inacceptable. Quand on revient aussi, la société qui a été privatisée avait la Sonatrel actuelle. Et la société, et entre-temps, quand on a créé la Sonatrel, il a fallu payer une certaine somme pour récupérer notre réseau d'une certaine manière et nous remettre dans l'investissement que eux, ils devraient faire. On a maintenant une société de 800 milliards de dettes. On doit encore payer 78 milliards. Vous comprenez avec moi que c'est inacceptable. Avec une société où on avait des investisseurs comme Actis qui n'ont aucune compétence dans l'électricité, parce que ce serait AUS, je le comprendrais et autres, et qui nous faisait payer une sous-traitance faite par des gens d'Actis de plusieurs milliards mensuels. C'est inacceptable ce qui a été fait. Bon, maintenant ça a été fait. L'idée n'est plus là de discuter de ça. Je crois que ça n'a absolument pas de sens de continuer à discuter dessus. Et je vous prierai à ce qu'on ne perde pas le temps à discuter sur
si on devait le faire ou pas. On l'a fait maintenant. Qu'est-ce qui doit être fait pour faire en sorte que d'ici 1 an, et je dis bien 1 an, parce que c'est possible, qu'on puisse être capable de ne plus avoir le délestage. C'est ça notre plus grand défi. Et pourquoi je parle d'1 an? Parce que beaucoup de gens parlent en théorie. Moi, je parle en pratique. Je me suis retrouvé dans un pays africain en 1 an qui avait des délestages autant que le Cameroun. Et en 1 an, on a résolu le problème. Et j'ai suivi quelqu'un qui disait là tout à l'heure que oui, le problème était davantage le transport et autres. La réponse est, c'est entièrement faux. Le problème n'est pas seulement le transport. Le problème, c'est il faut prendre le problème de manière holistique. Ce qu'on a fait ailleurs, c'est de prendre ce problème de manière holistique. La production, le transport, la distribution, le cadre réglementaire, les ressources humaines, les appels d'offres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et un des problèmes aussi où on parlait, il faut que la population paye l'électricité. Le problème, ce n'est pas à la population simplement qu'il faut qu'il paye l'électricité. Est-ce que l'électricité aujourd'hui produite par l'hydroélectricité est à coût normal ou alors elle est trop chère? Et quand je dis elle est trop chère, ce n'est pas par rapport à ce que la population doit payer, c'est par rapport à ce que l'État camerounais doit payer aux producteurs indépendants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les solutions en aval que j'entends et que beaucoup proposent et autres, sont des solutions qui sont bien, qu'il faut mettre en œuvre, mais en réalité, je dirais que c'est les petits 10-15% qui restent. Les 80-85% de la problématique, c'est en amont. C'est depuis les actions de production, les contrats d'achat d'énergie que nous avons achetés, la situation de l'infrastructure générale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a privatisé Eneo? On a le droit d'avoir encore EDC qui fait la production exactement comme Eneo fait la production? Est-ce qu'aujourd'hui, où on a, je dis même Eneo, la Socadel qui fait du transport et la distribution, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir la Sonatrel en même temps que la Socadel et autres? Est-ce qu'il n'y a pas un doublon de compétences et même une nécessité de réduire les coûts de production qui feront en sorte que la population puisse avoir les moyens de payer beaucoup plus facilement? Est-ce qu'aujourd'hui, la Socadel qui fait l'électrification rurale et l'électrification en général, est-ce qu'on a besoin d'avoir l'AER qui fait aussi l'électrification rurale et la consolidation de réseaux et autres? Est-ce qu'on, dans certaines petites villes et ainsi de suite, est-ce qu'on a encore besoin de ça? La refondation de tout le système énergétique est d'abord nécessaire. D'accord. Avant de Encore pouvoir une question. maintenant commencer à regarder, oui, le problème de Oui. Encore une question, docteur, et nous Oui, allons je vous ouvrir écoute. le panel. Hein. Encore une question, et nous allons ouvrir le panel. Alors, vous dites que le problème, c'est de prendre, le problème de l'électricité au Cameroun, c'est de prendre la question de manière holistique. Mais moi, quand je préparais cette interview avec toi, j'ai parcouru certains chiffres et je me suis posé quelques questions. Je me rends compte quand même que en termes d'infrastructure énergétique au Cameroun, le Cameroun est pas mal loti. On a le barrage, par exemple, de Nastigal, qui a 240 mégawatts de puissance installée. Le barrage de Son Loulou avec 384 mégawatts. Le barrage d'Idé à 276 mégawatts. On a le barrage de Memvele qui a 211 mégawatts de puissance installée. Lac d'eau avec 72 mégawatts. On a le barrage de Mekin qui a 75 mégawatts avec en tout une puissance installée totale de 1700 mégawatts. Mais jusque-là, on a toujours des problèmes d'électricité. Est-ce que la vision de départ était la bonne? Est-ce que l'orientation vers les centrales électriques était la meilleure chose à faire? Est-ce que vous, en tant que ingénieur atomiste, si vous aviez à prendre cette décision, est-ce que vous seriez orienté de cette façon-là? Bon, là, je vais vous parler pas comme ingénieur atomiste, mais comme spécialiste de la planification énergétique. Premièrement, l'outil de planification énergétique qui est utilisé aujourd'hui dans le monde, qui s'appelle Message, je suis de ceux qui l'ont développé. Donc, ça veut dire que la planification stratégique énergétique, c'est aussi mon métier. Contrairement à beaucoup qui parlent des problèmes de planification. Aujourd'hui, au Cameroun, quand on parle des centrales thermiques et des centrales hydroélectriques, nous sommes à 2000 mégawatts de capacité de production.
Mais nous n'arrivons pas à supporter plus de 1300 mégawatts. Ça veut dire que nous avons à peu près 700 mégawatts de perte. Dans ces 700 mégawatts de perte, nous avons premièrement à peu près entre 20 et 30% de pertes techniques. Ça veut dire que nos réseaux, aujourd'hui, est-ce que la tension que nous utilisons pour transporter l'électricité de Sonlolo et qu'on veut amener après Yaoundé là-bas et autres, ou bien à Bertois, pour pouvoir faire le réseau interconnecté et autres, est-ce qu'elle est bonne? La réponse est non. La tension que nous utilisons aujourd'hui au Cameroun, en très haute tension, ne nous permet pas d'aller au-delà de 200 km. Donc nous avons énormément de pertes. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, est-ce que l'idée même de faire que des grandes centrales hydroélectriques, et là je réponds à votre question, est une bonne stratégie? La réponse est non. La réponse aujourd'hui, en réalité, l'industrie doit suivre les sites de production énergétique. Si vous allez en Corée, vous allez à Ulsan en Corée, vous allez voir que dans la zone de Ulsan-Busan, c'est là où toute l'industrie chimique et métallurgique coréenne se retrouve. Vous allez au Japon, vous allez voir la même chose. Si vous allez dans le Guangdong province en Chine et autres, vous allez voir que Shenzhen et autres est dans une zone où c'est dans la zone où on a construit Dayabé. Donc, les centrales de production, l'industrie doit suivre les sites de production pour réduire le transport. Ça, nous ne l'avons pas respecté. Et on pourrait le respecter et utiliser nos fleuves, notamment la Sanaga, avec beaucoup de sites industriels autour de cela. Donc, la planification n'a pas été d'une certaine manière bonne. Et là où je vous dis que, effectivement, je vous ai parlé de 700 mégawatts de perte, vous pouvez dire oui, mais si on consolide les réseaux, eh ben, on récupère les 700 mégawatts. C'est faux. C'est faux parce que même la production, la capacité de production de 2000 mégawatts, tous ces sites-là, aucun n'arrive à produire à son maximum. Aucun ne peut aujourd'hui. Vous parlez de Menville, Menville ne peut pas produire, ne produit même pas 40% de sa capacité installée. Vous allez n'importe où aujourd'hui, Nachtigal, effectivement, à Nachtigal, le réseau qui peut pouvoir tout transporter n'est pas encore complètement finalisé, mais je ne suis pas sûr que aujourd'hui, si ce réseau est finalisé, Nachtigal va produire 100% de ce qu'il doit produire. Si vous allez à, comment ça s'appelle, à Lagdo. Lagdo ne produit même pas 50% de sa capacité, et ainsi de suite. Donc le problème n'est pas simplement de dire les réseaux, oui, parce qu'on a une capacité. Il y a une mauvaise maintenance dans la totalité de nos sites de production qui font aujourd'hui que nous ne sommes pas capables de produire les 2000 mégawatts qui sont installés à ce jour. Et le deuxième problème, c'est que nous avons des centrales comme KPDC à Kribi et autres. Et si vous voyez le prix de l'électricité, si vous lisez le contrat qui a été signé, mais vous allez tomber à la renverse. C'est du n'importe quoi. Et ces gens-là n'ont jamais produit la totalité de ce qu'ils doivent produire parce qu'ils mettent toujours en exergue des problèmes de paiement que nous avons. Et pourtant, entre-temps, nous devons payer tout cela en take-or-pay. Ça veut dire que nous payons cela, qu'ils produisent ou qu'ils ne produisent pas, on paye la capacité qui doit être achetée. Le problème aujourd'hui qu'on doit davantage attaquer, c'est déjà le coût de production et tout ce que nous payons. Nous payons 10 milliards par mois à peu près pour Nachtigal. On consomme combien dans Nachtigal? On rentabilise combien et autres? Qu'est-ce qui peut être fait pour faire en sorte qu'on paye moins? Et l'argent qu'on va récupérer de là nous permettra de pouvoir investir ailleurs. C'est comme ça qu'on doit plutôt réfléchir, parce que tout le monde a envie de réfléchir, parce que les spécialistes de la Banque mondiale viennent nous dire, ben voilà, c'est comme ça, vous avez tel problème, oui, la distribution, pourquoi? Parce qu'on veut encore qu'on aille prendre des crédits pour venir construire des lignes de distribution supplémentaires et autres. Est-ce que c'est nécessaire? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est prioritaire? Moi, je réponds non. Et personne ne partira dans ce sens de réflexion, parce que nous ne sommes pas, aucun de nous ne se met à dire quels sont vraiment les vrais problèmes et essayons de les résoudre un après l'autre. Et moi, je connais au moins un pays qui a regardé les choses de manière holistique et en un an, ils ont arrêté. D'accord. Alors, on va ouvrir, hein, après cette première salve de questions, on va ouvrir le panel au public. Il y a une première question de Zod. Zod, tu as une question pour le docteur? Modèle oui, parce que je t'ai donné. Docteur, si tu peux, Vincent, si tu peux relancer ta caméra un instant, il paraît que ça marche maintenant. Essaie de relancer ta caméra. Oui, Zod, en attendant, pose ta question. Oui, bonjour tout le monde, bonjour docteur. C'est effectivement un grand honneur, un grand plaisir d'avoir
d'avoir l'opportunité d'échanger avec des personnes qui travaillent sur des sujets aussi sensibles à un niveau mondial comme vous et qui pourront justement inspirer chacun d'entre nous ici, quel que soit leur domaine d'activité. Moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir, docteur, est-ce que au niveau de la planification urbaine, déjà, est-ce que la distribution et le transport de l'énergie pour arriver dans les foyers est optimal? Est-ce que ça a été pensé pour ça? Et est-ce que ça ne crée pas forcément une espèce de serpent qui se mord la queue du fait que, d'après moi, je vois par exemple, moi je vis en France, dans la plupart des villes, je sais qu'il y en a d'autres où c'est pas le cas, où tout ce qui est électrique, je crois que ça précède même toutes ces réflexions-là. C'est même pour ça que des fois ça passe même sous terre. Alors que chez nous, j'ai l'impression que malheureusement, et je crois indépendamment de notre volonté, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bon, je vais Docteur, en dire que attendant, est-ce que vous pouvez le relancer votre caméra quelques minutes? Je vous envoie l'invitation et comme ça, vous pourrez répondre à la je question. vais relancer. Je vais relancer. Vous ne me voyez pas? Non, appuyez Non, sur pas encore. enregistrer. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon maintenant. Bon, non, ce que je voulais Voilà. dire, effectivement, il faut savoir que nous avons une population qui augmente énormément et notamment dans les grandes villes, parce que les zones rurales, c'est un autre problème. Et donc, les installations qui ont été faites au temps de la Sonel et qui suffisaient à la population ne suffisent plus aujourd'hui. Il aurait fallu investir davantage et densifier davantage les réseaux. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'il faut le faire? La réponse est oui. Il faut densifier le réseau pour faire en sorte que la population puisse avoir beaucoup plus facilement l'électricité. Pour cela, il faut des transformateurs, il faut augmenter les transformateurs, ne serait-ce qu'en capacité dans certaines zones, parce que la population, vous voyez, je donne un exemple, vous allez regarder le quartier Biémassi, avant il y avait peut-être 10 000 personnes, même pas 30 000 personnes, donc il faut augmenter le transformateur. Mais tout le monde, c'est à ça qu'il pense. Il faut densifier le réseau, augmenter le réseau de distribution et autres. Mais moi, je ne pense pas à ça en premier. La première chose, c'est est-ce que la qualité des équipements que nous allons utiliser est bonne? Parce que quand vous allez acheter un transformateur qui est de mauvaise qualité, et ce qui est le cas aujourd'hui, ce transformateur va marcher 2 jours, il va tomber en panne. Le temps qu'on le remplace, vous avez une coupure électrique. Donc, la première des choses, c'est que est-ce que le système réglementaire et normatif au Cameroun est approprié de telle manière que les prochains équipements que nous allons acheter, le prochain câble que nous allons utiliser, les poteaux électriques que nous allons mettre et autres vont durer 20 ans, 30 ans sans que nous ayons des problèmes. Personne ne pense à ces aspects-là. Et c'est ces aspects-là qui sont prioritaires même à la densification du réseau. Vous comprenez? Je vous donne encore un autre point. Je préfère parler par des exemples pour que vous compreniez, parce que je peux le dire avec des langages très électriques et très techniques et même politiques. Les gens ne comprendront rien et autres. Et ça n'apporte rien. C'est juste des mots. Je reviens. Nos maisons aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on disait que 90% des installations électriques aujourd'hui sont en insécurité. Nos installations électriques utilisent les mauvais composants, les produits qui ne sont pas bons, le mauvais câble. C'est pour cela qu'on a des incendies dans les marchés. Regardez dans des maisons les compteurs qui brûlent. Et heureusement que souvent nos maisons, il n'y a peut-être pas quelque chose qui va brûler à côté. Donc, on arrive à sauver certaines maisons. On a des incendies. On a un certain nombre de choses. L'électricité intérieure aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle de l'électricité intérieure des bâtiments. Et les gens font n'importe quoi. Ils vont acheter des produits certains vont acheter des produits de bonne qualité, mais d'autres, ils vont aller au marché, on va leur vendre n'importe quoi. Donc, il faut déjà qu'on s'assure que si quelqu'un achète un câble électrique au Cameroun, ou alors il achète un interrupteur électrique au Cameroun, cet interrupteur électrique est de bonne qualité et ne causera absolument pas de problème. C'est pas encore mis en place. Le cadre réglementaire aujourd'hui, quand vous avez une coupure électrique,
et autres. Vous avez ou alors vous avez des variations de tension qui vont de 120 volts à 280 volts. Vous grillez vos installations dans la maison, vous grillez vos appareils électroniques et ainsi de suite. Qui paye pour cela? Qui est responsable pour cela? Il n'y a personne. Pourquoi? Parce que le cadre réglementaire n'est pas approprié pour pouvoir s'assurer à ce qu'on produise la bonne électricité. Et ça se juge où? Aujourd'hui, il y a un indice. On appelle ça l'indice de réglementation électrique. Il est calculé par la BAD. Et il y a les pays africains, nous sommes parmi les derniers. Parce que notre cadre réglementaire est mauvais. Donc, si notre cadre réglementaire n'est pas bon, on n'a pas de feed-in tarif, on n'a pas une ouverture, on n'a pas une visibilité, même les investisseurs ne viennent pas. Donc, le problème n'est pas simplement là, parce que tout le monde regarde là où nous tombons. J'aimerais que les Camerounais commencent à penser là où nous glissons, là où on a glissé, et pas seulement là où nous sommes tombés. Et nous tombons effectivement, tout le monde voit le réseau, mais le problème est beaucoup plus grand, voire, et j'utilise le mot holistique pour dire que c'est vraiment dans tous les sens, mais le problème est beaucoup plus grand simplement que la densification du réseau. Lion Blanc avait une préoccupation. Moi, j'avais une préoccupation. On a fait le diagnostic de ce que... Je ne sais pas si vous m'entendez. On a fait le diagnostic. Vous avez fait le diagnostic de ce que l'État a déjà fait par rapport à la défunte Eneo et autres. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport à la privatisation. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que il y a eu un début de réglementation concernant tout ce qui est production d'électricité par les privés. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à côté de tout ce que vous êtes en train de soulever comme problème, est-ce que les privés aujourd'hui au Cameroun peuvent se lancer dans la production d'électricité comme on le voit ailleurs pour pouvoir répondre à cette demande-là qui croît avec la population telle que vous êtes en train de dire? Bon, je vais vous parler par un exemple. Déjà, je vous réponds, la réponse est non, parce que c'est le cadre réglementaire qui permet de gérer tout cela. Et tant qu'il n'y a pas une certaine visibilité et une certaine transparence, les investisseurs ne viennent pas. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quand vous voulez construire, par exemple, une centrale solaire, au Cameroun, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire une étude de faisabilité. Ça coûte au moins 40-50 millions, voire plus. C'est-à-dire, quand je parle de 40-50 millions, c'est pour des gens comme moi qui savent faire une étude de faisabilité avec les gens qui vont travailler pour moi. Mais si vous devez la faire, elle va même vous coûter beaucoup plus cher. Et à partir de cela, vous allez maintenant venir négocier avec l'État et Eneo, ou du moins la Socadel, et pour qu'ils vous disent, bon voilà, on va vous acheter votre électricité, mettons à 10 francs le kilowattheure. Et quand vous allez regarder ce que vous avez calculé, vous allez vous rendre compte que non, il vous faut vendre à 15 francs pour gagner de l'argent rapidement et tout. Donc, vous allez arrêter votre projet là. Par contre, si vous allez au Sénégal, vous entrez dans le bureau du directeur électricité, il va vous dire que nous achetons à 15 francs. Vous allez prendre votre document Excel, une page A4. Vous allez calculer la rentabilisation et autres. Vous allez dépenser, mettons, 1000 euros. Maximum pour le technicien, les deux techniciens qui vont le faire et puis le financier. Et vous allez savoir que vous pouvez gagner de l'argent. Donc, vous allez commencer maintenant à développer votre étude de faisabilité. Au Cameroun, vous n'allez pas la faire. Parce que vous ne connaissez pas le prix il n'y a pas une certaine transparence et autres. Vous devez aller tout négocier. Et la plupart du temps, même quand vous allez négocier, l'État pourrait vous acheter ça à 10 francs, mais quelqu'un va vous dire, bon voilà, on va accepter à 15 francs, mais vous me donnez 50 millions ou 60 millions et autres. Et les gens consistants, les vrais investisseurs, ils ne marchent pas dans cela. Donc, ils ne peuvent pas venir tant qu'il n'y a pas un cadre réglementaire approprié avec un feed-in tarif, une ouverture et une certaine transparence. Quels sont ceux qui vont venir? C'est les malins qui savent gagner dans des systèmes obscurs que nous avons. Donc, ils vont venir, ils vont s'arranger à avoir un prix d'électricité qui coûte le plus cher au monde. Ils vont essayer d'une certaine manière à gérer avec les gens dans le pays et effectivement, la construction de leur projet pour trouver de l'argent, ils ne sont pas consistants. Ils vont mettre 10 ans, 15 ans. C'est pour cela qu'on a des projets qu'on a lancés depuis 2010 et qui aujourd'hui ne sont pas arrivés à destination. Au Sénégal, par exemple, un pays que je connais, et même au Mali, il y a des gens en 2015,
il y a eu une ouverture, feed-in tarif et autres. On a donné 8 licences. En moins de 1 an et demi, les gens ont construit 160 mégawatts de centrales solaires. Investissement purement privé. Au Cameroun, combien de centrales solaires ont été construites avec des investissements purement privés sans apport de l'État? Il n'y en a pratiquement pas. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que, est-ce que les privés peuvent y arriver? La réponse est oui. Je vous redonne encore un autre point. Moi, personnellement, j'ai des petites concessions d'électrification rurale au Sénégal avec des plateformes multifonctionnelles. Ça veut dire que j'ai des coins où je produis l'électricité comme Eneo ou du moins comme la Socadel au Cameroun et je commercialise pour 200 personnes, 300 personnes dans les zones rurales. On peut le faire au Cameroun. C'est ce qu'on appelle au Sénégal. Vous pouvez voir si vous tapez sur Google. Aujourd'hui, ça s'appelle ERD. ERD. Électrification rurale décentralisée. Avant, ça s'appelait les ERIL. On y a travaillé, on les a mis en place et autres. Et aujourd'hui, ce mécanisme de décentralisation n'est pas mis en place. Parce que quand il y a des ERD, vous, comme moi, nous allons créer nos sociétés. On va aller construire une petite centrale solaire dans notre petit village et autres pour aider la population. Mais en même temps, on va leur vendre l'électricité et l'État va nous subventionner une partie de cette électricité-là. Et qu'est-ce que ça va faire? On va augmenter le taux d'électrification. Le Sénégal est aujourd'hui à un taux d'électrification de 75% quand ils étaient à 45% en 2015. Le Cameroun en 2015 était quasiment à plus de 60%. On n'a pratiquement pas progressé. Aujourd'hui, l'électrification rurale au Sénégal est déjà à presque à 55%, pourtant ils étaient à 15%. Le Cameroun est encore de l'ordre de 20-25% et encore, il y a des zones qui sont électrifiées et qui n'ont pas le courant depuis 3 ans. Parce qu'il y a les poteaux électriques, mais le courant n'arrive pas. Donc, vous comprenez donc, aujourd'hui, le privé, c'est la clé. Mais pour que juste une seconde, et je termine par là, le privé et le peuple, c'est la clé pour l'investissement dans l'énergie. Mais malheureusement, le système réglementaire aujourd'hui qui doit coordonner et organiser tout cela, aujourd'hui n'est pas mis en place. Juste modeste, moi je reviens un peu parce que vous êtes arrivé là où moi j'allais, qui est de savoir aujourd'hui, je reprends ce que vous dites, vous arrivez à produire, vous, de l'électricité aujourd'hui pour environ 200 personnes, d'après ce que j'ai entendu. Alors, qu'est-ce qui fait que ce genre d'initiative ne se multiplie pas à partir de ce que vous savez faire pour pouvoir transmettre ça à d'autres personnes qui pourraient elles aussi produire peut-être pour 100 personnes, de fil en aiguille, on finit par électrifier le Cameroun à travers des privés. Je répète encore, ça veut dire que je me suis mal exprimé. C'est au Sénégal, hein, il parlait du Sénégal. Cette expérience, c'est au Sénégal. Expérience au Sénégal, pas au Cameroun. Au Sénégal, que j'ai expliqué. Et cette expérience, on peut la ramener au Cameroun très facilement en mettant en place le mécanisme des ERD. Malheureusement, c'est pas mis en place au Cameroun. Pourtant, la loi camerounaise est bonne. Parce que tout le monde vient me dire, mais voilà, la loi camerounaise n'est pas bonne. Non. La libéralisation de l'énergie au Cameroun, on a une des meilleures lois qui peuvent exister. Aujourd'hui, tout le monde peut produire l'électricité au Cameroun et vendre. Par contre, l'application de tout cela aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme d'application pour gérer et coordonner cela. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, et moi j'ai voulu le faire au Cameroun. Je voulais au Cameroun, qu'on me donne par exemple, j'ai une petite ville n'importe où, oui voilà, et tout, bon, je calcule, je vois ce que je vais investir, et je dis voilà, il me faudra ceci, je vais vendre l'électricité à tel prix, on me fixe, parce que c'est le cadre réglementaire qui fixe le prix de l'électricité, il me fixe le prix de vente, et je dis bon voilà, mais il me faut ce montant, on calcule tous ensemble, parce que, et ça c'est aussi un des problèmes camerounais, vous savez que il y a quasiment pas. Moi, j'ai même fait une formation au niveau du ministère, mais au niveau du cadre réglementaire, personne ne maîtrise la tarification électrique au Cameroun. Ça fait que aujourd'hui, il y a, je ne dirais pas au niveau individuel, mais je parle au niveau institutionnel, il n'y a pas un organisme au Cameroun aujourd'hui qui est capable, quand vous venez construire un IPP, une centrale quelconque, et pour vendre l'électricité, une institution qui est capable, et ça devait être le cadre réglementaire, de calculer votre coût de production, calculer vos marges et pouvoir donc fixer le prix de vente de l'électricité que vous allez produire. Il n'y a pratiquement pas. Donc aujourd'hui, les mécanismes qui font en sorte que les systèmes où l'individu
où les sociétés peuvent venir récupérer des zones et autres ne sont pas mises en place. Pourtant, la loi est bonne. La particularité, votre question. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir monsieur. Je saurais avoir des termes techniques sur la question, mais j'ai quelques soucis. Alors, on constate effectivement un manque des infrastructures, sur l'énergie au Cameroun, ce qui justement entraîne des inégalités entre les villes et les campagnes. Je me fais du souci pour les zones rurales. Alors, je me demande, je sais pas si ma question a déjà eu des réponses, mais j'aimerais savoir s'il ne faut pas moderniser les réseaux, d'un. Et aussi, est-ce qu'il faut vraiment ignorer le problème environnemental? Parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a une sécheresse accrue, n'est-ce pas, qui commence à se faire sentir dans nos pays. Et on dira aussi que le coût de l'électricité est assez onéreux. Alors, pour les populations rurales, ne faut-il pas maximiser, et pas seulement pour les populations rurales, ne faut-il pas maximiser, n'est-ce pas, sur l'énergie solaire? Oui, la réponse, votre question sur l'énergie solaire, la réponse est oui. On peut maximiser sur l'énergie solaire. Mais le problème, et je reviens encore, le problème n'est pas simplement les réseaux de distribution. Je vous donne un exemple. Vous avez un village où il y a 10 maisons. Ce village est à peu près à 10 kilomètres de la grande ville, ou du moins de la grande ville de la région. Ça fait 10 kilomètres, un réseau électrique moyenne tension, on est à peu près, mettons, 20 millions le kilomètre. Mettons même qu'on le fasse même en basse tension et autres. On est à peu près à 10 millions, voire 12 millions le kilomètre. Donc, si vous faites les 10 kilomètres, ça fait 120 millions. Les gens qui consomment l'électricité, ils sont à 10 ou à 20. Mettons même qu'ils sont soit à 30. Ils payent l'électricité 5 000, 6 000 le mois. Parce qu'ils n'ont que quelques lampes et autres. Ils n'ont pas de climatiseur. Deux fois, ils n'ont pas de frigo. Et ils ont aussi la télé pour voir Canal+ et les matchs de foot. Et combien de temps il leur faudra pour amortir la ligne de transport? Vous comptez en année. Et donc, on n'amortira pratiquement jamais cette ligne de transport. Et en même temps, quand il y a un problème, quelqu'un doit quitter de 10 km pour aller là-bas pour pouvoir régler les problèmes qu'ils ont. Ça peut être le transport, ça peut être l'éclairage public et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas de sens. Et c'est là où le solaire a un avantage non négligeable. Le solaire aujourd'hui, pour tout ce qui est électrification décentralisée, c'est la solution. Et la mini-hydro, parce que dans beaucoup de nos petits villages, nous avons des petits cours d'eau où on peut faire des petites centrales de 5 kW, de 10 kW, de 20 kW qui vont alimenter cette zone rurale-là. Aujourd'hui, le Cameroun est à 25% et là, je suis très, très positif et autres d'électrification rurale. Et pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pu apporter l'électricité dans ces zones. Et tout le monde pense, oui, il faut qu'on fasse les réseaux pour les alimenter. On ne peut pas. C'est extrêmement cher et nous ne pouvons jamais avoir l'argent pour cela. Donc, il est important que nous puissions trouver des solutions par rapport à ce qui peut être adapté pour notre pays. Et ceci nécessite des réflexions qui vont au-delà de ce qui est fait aujourd'hui où tout le monde considère qu'on lance des projets et après vous voyez, il y a les poteaux partout et on alimente des villages et autres, après avoir dépensé des dizaines de milliards, et du jour au lendemain, ils n'ont jamais l'électricité, parce que ces lignes-là aussi, si vous les faites embêter, il y a beaucoup de pertes. Vous allez produire 10 kilowatts, et autres, eux, ils ne vont recevoir que l'équivalent de 5 kilowatts, parce que 5 kilowatts se sont perdus dans la nature. Donc, il est important, effectivement, qu'on puisse réfléchir sur les solutions solaires. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une société comme la Socadel, est-ce que ça l'intéresse 10 personnes dans un village perdu à les électrifier, qui vont payer 5 000. Les 10, ça fait 50 000 par mois. Seulement l'essence que vous mettez dans un pick-up pour faire les 10 kilomètres pour aller là-bas, aller-retour, si vous faites simplement un seul voyage par mois, avec l'ordre de mission du gars qui va aller là-bas, les 50 000 sont déjà partis, donc vous avez vendu l'électricité quasiment gratuitement. Et en même temps, il y a l'investissement que l'État a fait
au départ. Donc, les solutions solaires aujourd'hui, décentralisées, peuvent être quelque chose d'extrêmement important. Et d'autres pays l'ont fait. Je ne dis pas que c'est parfait, ça va régler tous les problèmes, mais c'est ça qui a permis à ce que certains quittent de 10% d'électrification rurale à presque à une cinquantaine de pourcents d'électrification rurale et en quelques années. Et le Cameroun aujourd'hui, qui était très en avance sur beaucoup de pays en Afrique francophone aujourd'hui, commence à être parmi les pays en queue de peloton. Les pays qui étaient de notre niveau, ça veut dire, c'est la Côte d'Ivoire, ils sont devant nous. Les pays qui sont en dessous de nous, le Sénégal, ils sont déjà devant nous. Je ne parle que des pays francophones. On ne va pas quand même se comparer avec le Gabon qui a 2 millions, voire 3 millions d'habitants, ou bien la Guinée équatoriale, et qui est aussi déjà devant nous par rapport à l'électrification. Donc, les solutions solaires, oui, c'est des bonnes solutions. Mais ce n'est pas la solution qui va nous permettre l'industrialisation. Et c'est pour cela qu'il faut une approche bicéphale, comme disent les anglo-saxons, et une track approach. Une approche pour améliorer la vie de notre population, et le solaire est un acteur important, et une autre solution qui sont les énergies de masse. L'hydroélectricité en fait partie, les centrales à gaz, les centrales à cycle combiné, parce qu'aujourd'hui, on a des centrales par exemple à fioul lourd et autres, qui produisent, mais le rendement d'une centrale comme celle-là, on est de l'ordre de 33-34%. Si vous êtes en cycle combiné, vous êtes déjà à 56-60%. Donc, vous produisez quasiment 2 fois plus. Donc, il faut qu'on essaye d'évoluer même au niveau technologique. Et je finis, ma dernière phrase, c'est que le plus important dans notre réflexion, c'est la technologie. Et personne ne réfléchit sur les problèmes de technologie. D'accord, docteur, juste une curiosité, hein. J'ai juste une curiosité. Alors, le barrage de Memvele, le coût initial était 243 milliards et à la fin, on nous a parlé de 450 milliards. Deux questions. La première, qu'est-ce qui peut justifier une variation de cotation entre le début et peut-être la fin des travaux? La deuxième question, alors vous connaissez bien le Sénégal, vous y avez une entreprise, nous en parlerons tout à l'heure. Combien coûterait un barrage d'égales caractéristiques dans un pays comme le Sénégal? Un barrage hydroélectrique, ça se calcule en kilowatts installés. On est de l'ordre entre 2000 et 3500 euros ou dollars le kilowatt installé. C'est ça l'ordre de grandeur. Il y a deux types de barrages. Il y a des barrages de plaine qui sont beaucoup plus difficiles parce que vous voyez la plaine, pour faire le barrage d'eau, vous allez prendre une très grande surface pour pouvoir faire le barrage d'eau. Et il y a les barrages de vallée. C'est-à-dire vous avez une vallée et autre, donc vous avez une montagne à gauche, une montagne à droite. Faire un barrage, c'est beaucoup plus simple. Donc les coûts vont être beaucoup plus abordables. Et quand je vous ai parlé des problèmes qui sont holistiques et autres, le management. Je vais peut-être exagérer un tout petit peu, mais il y a très peu de managers au Cameroun. Pas par rapport aux individus, mais par rapport au système aujourd'hui. Vous prenez un administrateur civil qui a fait la préfectorale. Vous lui dites, par exemple, de gérer un projet énergétique en tant que manager. Il ne sait pas le faire. Il ne l'a jamais fait. Donc, comment vous allez être surpris quand le management, l'integrated management system n'est pas approprié? Comment ne pas être surpris des prix qui vont être multipliés par 2? Et je vais vous donner encore un autre problème, un autre point que beaucoup ne savent pas. Vous pouvez acheter un alternateur, je donne un exemple, un alternateur de 10 kW à 1000 francs. Vous retrouvez un autre alternateur de 10 kW, on vous dit que c'est 10 000 francs. Et les deux alternateurs ne produisent que 10 kW à la fois. Mais celui de 10 000 francs, il n'est pas cher. Pourquoi? Parce que celui de 10 000 francs a été designé pour durer 50 ans. Donc le prix de revient de l'électricité produite par cet alternateur-là et autre, cette turbine-là, va être beaucoup plus faible que l'alternateur que vous avez acheté à 1000 francs, qui va, au bout d'1 an, il va falloir le remplacer par un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que très peu de gens, moi, quand je discute avec des gens qui travaillent dans des projets, je leur dis, une turbine et un alternateur, moi, je peux vous donner le prix seulement parce que vous me donnez le poids.
Ça pèse combien? Parce que la qualité du métal qui a été utilisé, c'est ça qui va définir la durée de vie de cet équipement-là. Vous me donnez le poids et autres, je suis capable de calculer, vous dire ça c'est un atténuateur de tel niveau. Donc aujourd'hui, on va construire des installations. Premièrement, on va les acheter très cher parce qu'il y a un mauvais management, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas les prix de revient d'un équipement et autres, qui ne se renseignent pas de la bonne manière, qui passent par des intermédiaires et autres, et en même temps, on ne finance pas les projets de manière continue. Quand on finance un projet qu'on doit construire en 2 ans, ça veut dire que l'argent est mobilisé, ou alors on sait qu'on va le mobiliser pendant 2 ans. Si au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'argent, on arrête les travaux, on fait 3 mois. Quand on relance les travaux, on multiplie le coût de revient par un coefficient multiplicateur supérieur à 1. Parce que là, maintenant, quand on revient après 3 mois, il faut réinstaller le chantier, refaire un certain nombre de choses. Il y a certains équipements qu'il va falloir peut-être remplacer et ainsi de suite et ainsi de suite, dont les prix vont augmenter. Et quand vous allez arriver maintenant, au bout de 1 an et demi, vous avez commandé les équipements et autres, et le fournisseur vous a sorti un certain nombre d'équipements, mais vous vous rendez compte que ces équipements, effectivement, même les pièces de rechange ne seront pas là, ou alors il faut les remplacer parce que la technologie a évolué et ainsi de suite, et que vous croyez que vous pouvez faire mieux, donc les prix vont augmenter. Et je vous fais fi de tout ce qui est corruption et autres. Moi, je le mets davantage sur le mismanagement. Le management de nos projets aujourd'hui n'est pas bien fait et il n'est pas souvent fait par des gens qui sont appropriés. Je termine par le point qui est les achats. Un acheteur, pour vous qui êtes en Allemagne, en France, partout, dans toutes les sociétés, il y a des gens qui sont des acheteurs. Ils ont été formés à l'école pour acheter. Nous, aujourd'hui, dans notre pays, on prend quelques fonctionnaires et autres, on fait une commission de marché. C'est eux qui doivent aller négocier, discuter des prix et autres. S'ils se mettent en face de moi et que je veux leur vendre, mais j'utilise 2-3 mots pour enfumer la salle et autres, et je dis comment ça coûte cher. Et ils vont payer. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à regarder, beaucoup à coordonner, beaucoup à améliorer pour faire en sorte que les coûts des produits et des projets ne flambent pas, comme c'est le cas aujourd'hui. On a aussi, je vais simplement, c'est juste une petite parenthèse, même notre douane souvent ne joue pas le jeu. Les équipements vont arriver, il va avoir tel ou tel problème, tel papier qu'il faut et tout. Pourtant, c'est un projet de l'État. On va vous fatiguer et ainsi de suite. Au niveau du transport, les routes ne sont pas bonnes. Là, vous allez prendre le camion de transport qui doit arriver. Vous construisez à Yokadouma pour le camion de transport qui devait peut-être en 2 jours arriver là-bas. La route est tellement mauvaise qu'il va mettre 5 jours pour arriver. Entre-temps, vous avez des gens qui sont restés 2-3 jours sans travailler parce que l'équipement n'est pas là. Et il n'y a pas souvent l'anticipation. Donc, le problème est beaucoup plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. Et pour cela, le plus important, c'est les hommes. Et pour cela, est-ce que on a des Camerounais? La réponse est oui, il y a des Camerounais. Maintenant, il faut utiliser les bons. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. Right man at the right place. Rectitude, bonsoir, ta question. Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, Non, attendez un peu. BG avait une question, il est là avant. Est-ce que Modef... Pas vu sa question. Ok, BG, ta question. Après rectitude. BG, j'avais pas vu. Vas-y. Bonsoir, bonsoir, docteur Vincent. Justement, moi, je vous ai écouté longuement. C'était très édifiant ce que vous avez eu à énumérer pour nous éclairer la lanterne des jeunes Camerounais que nous sommes, tant par rapport au parcours et tout ce truc-là. Maintenant, moi, il y a un sujet principal qui m'intéresse justement ici. J'ai des questions par rapport ici au management de la construction des barrages, des différents barrages qu'il y a eu au Cameroun de ces dernières années-ci là. Justement ici, on parle par rapport à Natigal et trucs. La construction des barrages là, on posait un certain nombre de problèmes et on voulait avoir, moi je voulais personnellement avoir votre avis sur la question. C'est de savoir lorsque ils ont fait le montage par rapport à ça, par rapport au montage et par rapport au modèle de financement, et savoir si justement ici l'équipe de management avait pensé structurellement le projet de manière dans un modèle beaucoup plus viable, parce que après on se rend compte qu'ils n'avaient pas pensé au problème du transport, le transport d'énergie, ils n'ont pas pensé à un certain nombre de choses, et ce qui fait en sorte que on se retrouve maintenant actuellement en train de payer des factures de milliards qui
qui pose problème aux Camerounais. La deuxième question que je voulais aussi ajouter par rapport à ça pour compléter, c'est que justement, quand vous faites allusion au cadre réglementaire, c'est par rapport aux lois dites ou bien c'est par rapport aux personnes qui n'appliquent pas ou bien qui sont intéressés par des questions pécuniaires. Je voulais que vous me précisiez beaucoup plus sur ces questions-là. Merci. Je dirais les deux. Je dirais les deux. La loi générale électrique, elle est bonne. Mais maintenant, les décrets d'application pour pouvoir gérer le cadre réglementaire, il n'est pas si mauvais que ça. Mais les règles, il y a par exemple un document qui a été développé ici qu'on appelle le règlement de service. Je suis sûr que poser la question à 100 Camerounais, il n'y a pas deux qui vont vous dire qu'ils le connaissent. Et c'est un document qui est dans le site de l'ARCEL et qui est disponible pour tout le monde et qui n'est absolument pas respecté par ENEO dans le temps. Peut-être, j'espère, la SOCADEL va le respecter. Donc, le problème au niveau réglementaire, c'est les règles, l'application des règles et tout ce qui va avec. Et aussi l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, quand le DG de l'ARCEL dit, voilà, ce site-ci, ce n'est pas bon, le ministre va dire que non. Écrit que c'est bon. Terminé. Il n'a même pas lui posé la question. Donc, ça veut dire que le DG de l'ARCEL n'a absolument, quasiment aucun pouvoir. Le ministre fait des choses, c'est-à-dire il est juge et parti d'une certaine manière. C'est lui qui décide à tout moment et même sur l'aspect réglementaire. Si aujourd'hui, ENEO ou bien la SOCADEL aujourd'hui ne fait pas bien son travail et que le cadre réglementaire dit, bon voilà, on va lui donner une pénalité de 1 milliard et que le ministre va dire non, pourquoi lui donne une pénalité? C'est une société d'État, tu ne peux pas lui donner une pénalité. C'est terminé, on oublie, on passe à autre chose. Donc, un cadre réglementaire doit être indépendant et il doit être fort pour pouvoir être capable d'imposer un certain nombre de choses. Maintenant, vous avez parlé sur, je crois, au niveau des barrages. La première question, je crois que je l'ai perdu un peu. Peut-être ce serait mieux de poser une question, je serais beaucoup plus rapide et autres. La première question, je crois que je l'ai perdue. C'était sur les centrales Oui, les hydroélectriques. barrages de Nachtigal par rapport au modèle de financement et sur le projet de management, quand on sait qu'il y a eu des constructions et il y a des différents problèmes qui ont dit, on dit qu'ils n'ont pas passé à la construction des J'ai transports. compris. J'ai compris pour gagner du temps, effectivement. Moi, je suis contre le mécanisme, le système de financement de ce qui a été fait à Nachtigal. Maintenant, ça a été fait et autres, je dirais, c'est une bonne solution de pouvoir avoir des producteurs indépendants, mais à condition que nous puissions être capables d'acheter l'électricité à bon prix. Je reviens, et là, écoutez-moi très bien. Quand vous allez prendre un crédit, je ne vais pas poser de questions parce que quand vous allez prendre un crédit et autres, qu'est-ce qui donne l'argent? Ce qui donne l'argent, c'est le bon projet et la garantie bancaire. Si vous n'avez pas de garantie bancaire, quel que soit, ou alors une assurance que votre projet va réussir et autres, dans une garantie, quel que soit votre projet, vous n'aurez pas l'argent. Et qui donne la garantie bancaire sur tous les projets qui sont faits dans nos pays, et notamment Nachtigal? C'est l'État camerounais. L'État camerounais donne une garantie bancaire, l'État camerounais donne une garantie même de paiement. Ça veut dire que si ENEO ne paye pas, l'État va payer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que qui donne l'argent? C'est l'État camerounais. À qui appartient le barrage de Nachtigal? C'est à EDF. Voilà déjà où commence un premier problème. Mais soit, quand vous dites qu'ils n'ont pas pensé au transport, la réponse n'est pas vraie. Ils ont pensé au transport. Le problème, c'est que tout ce financement-là était fait par un mécanisme Banque mondiale et beaucoup d'autres investisseurs et autres. Mais quand tu as un mécanisme comme celui-là, pourquoi on n'a pas fait porter ça directement par le consortium EDF, la partie production et transport, de telle manière que s'ils finissent la production avant le transport, ils sont responsables, dont on n'a pas à payer. S'ils finissent le transport avant la production, c'est la bonne chose, ce sera bien. Non. Comme nous aimons d'une certaine manière gagner, on a divisé cela. On a dit non, nous on va gérer telle partie du projet, parce que là on aura nos pourcentages et autres, et vous gérez la partie production et une petite partie transport pour arriver à ce niveau. Eux, ils ont rempli leur tâche. Et nous, on n'a pas rempli notre tâche parce que nous ne pouvons pas gérer les choses de la même manière que eux, ils ont géré. Maintenant, je mets un peu de l'eau dans mon moulin. Quand on regarde cela,
on se rend compte que nous ne sommes pas capables de gérer des projets de façon convenable. Et c'est pour cela que, oui, des sociétés comme EDF sont extrêmement importantes pour nous aujourd'hui avec notre système actuel. Mais si on met sur pied des bons mécanismes de gestion de projets, une unification de compétences, parce que nous avons géré des projets comme ça avant. C'est pas parce que nos parents et nos grands frères étaient plus intelligents que nous. On a conçu son loulou, même si c'était conçu par d'autres, par des sociétés étrangères et autres, un contrôle des activités et autres était fait par nous exactement comme aujourd'hui. Et ça a réussi. Il y a beaucoup d'autres barrages qui ont été construits au temps où Monsieur Niat, paix à son âme, qui vient d'être enterré hier et autres, était directeur général de la Sonel et autres, et qui ont réussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons, et on revient toujours sur ça, un mécanisme managérial qui n'est pas approprié. Et les financements, nous aujourd'hui, on a fixé les garanties. Et on nous a apporté les crédits pour faire les travaux. Et les travaux ont été réalisés par des sociétés auxquelles on a donné des contrats. Et donc, ces sociétés-là doivent faire leur travail. Du côté de EDF qui coordonnait la partie centrale, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Quand je dis très bonnes conditions, entre guillemets, ça s'est passé quand même relativement bien. L'autre côté où nous-mêmes on devait gérer, eh ben, c'est pas nous qui construisions. On était maîtrise d'ouvrage. On a trouvé des maîtres d'œuvre et autres. On ne pouvait pas les suivre, on ne pouvait pas les contrôler, on ne pouvait pas s'assurer à ceux qui travaillent de façon convenable. Et normalement, dans tout contrat, ils devraient avoir des pénalités. Est-ce qu'ils nous ont payé des pénalités du retard qu'ils ont aujourd'hui? Certainement pas. Et les raisons même, est-ce que c'est eux qui sont responsables ou bien c'est nous qui sommes responsables? Il y a beaucoup de chances que ce soit nous, dans la mesure que c'est quasiment les mêmes aussi qui construisaient de l'autre côté avec EDF, mais là-bas ils ont réussi, chez nous ils ne réussissent pas. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est même pas de regarder les mécanismes financiers qui peuvent marcher ailleurs. Regardons nos mécanismes financiers qui sont adaptés à notre pays par rapport à notre façon de gérer les projets et autres. Et c'est là où il y a un très grand déphasage entre les hommes que nous avons qui doivent gérer nos projets et les mécanismes qui sont appliqués ici et qu'on va prendre chez les autres et qu'on ne peut pas faire marcher convenablement dans notre pays. Modef, est-ce que tu es là? Merci, docteur. Rectitude, c'est à toi la Ok. Rectitude, Bonsoir, c'est à toi docteur. la question. Bonsoir, docteur. Encore, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Docteur, en ayant posé le diagnostic, par exemple, du problème électrique dans notre pays, déjà, vous avez apporté un élément de réponse en parlant des centrales solaires. Et nous voyons qu'aujourd'hui, par exemple, l'État a décidé il y a un projet qui porte justement sur l'électrification rurale avec 87 centrales solaires qui vont mettre sur pied. Nous avons déjà eu 2 villages qui ont déjà reçu leur centrale pour une électrification de 237 ménages. Avec, je dirais, ils ont mis des compteurs prépayés. Vous qui êtes dans le solaire, docteur, vous ne pensez pas qu'avec déjà ce projet-là, si à notre niveau, et qu'on essaie aussi de proposer notre expertise à l'État, nous pourrions peut-être ramener le taux d'électrification rurale à un taux 0, par exemple? Non, plutôt à 100%, parce qu'on regarde ça dans le sens croissant. Bon, la réponse est oui. La réponse est oui. Ce que je voulais dire aujourd'hui, l'État a investi beaucoup d'argent. Vous pouvez chercher sur Google. On a eu un projet, le projet Huawei, qui a conçu beaucoup de centrales solaires. Il y a beaucoup de centrales solaires dans beaucoup de villages au Cameroun, mais qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que quand vous construisez une centrale, il faut un budget pour construire la centrale. Il faut un budget pour exploiter et maintenir la centrale. Et la plupart du temps, pour exploiter et maintenir, la plupart du temps, il faut un mécanisme qui va, en faisant payer l'électricité, va assurer la maintenance et l'exploitation et peut-être même investir pour l'amélioration, parce qu'une centrale solaire, par exemple, les batteries qu'on utilise, si on utilise les batteries lithium, au bout de 8 ans, 10 ans, il va falloir les remplacer. Donc, si vous n'avez pas généré de l'argent
pour pouvoir les remplacer, ça ne va pas fonctionner. Votre projet va s'arrêter. Aujourd'hui, on a construit des centrales quand il faut mettre des sociétés qui vont être capables de les exploiter et de faire en sorte que pérenniser l'investissement étatique qui a été fait initialement. Aujourd'hui, c'est pas bien fait. Beaucoup de centrales solaires qui ont été faites, vous pouvez vous renseigner, et autres, on a dépensé des dizaines de milliards pour cela, ne fonctionne quasiment pas aujourd'hui. Parce que il n'y a jamais eu de mécanisme approprié pour l'exploitation. Maintenant, quand vous parlez de vous, comme moi, de créer des sociétés pour pouvoir construire des centrales et autres, aujourd'hui, une centrale solaire et thermique, aujourd'hui, si vous devez vendre l'électricité à la population, cette électricité sera forcément plus élevée que le prix de l'électricité aujourd'hui au Cameroun. Si vous allez au village et que vous vendez le kilowatt à 150 francs à la population, personne ne pourra vous payer. Donc, votre investissement est mort. Si vous allez là-bas, vous vendez même à 90 francs comme on vend à Douala et à Yaoundé. Peut-être même, les gens ne vont pas payer. Peut-être qu'il faut vendre à 75 francs. Et pour cela, il faut que l'État vous subventionne, que l'État vous accompagne. Et il peut vous accompagner de plusieurs manières. Il peut faire en sorte que les équipements qui viennent, que vous ne payez pas le droit de douane. Il peut faire en sorte que vous ne payez pas d'impôts. Il peut faire en sorte que vous ne payez pas de taxes. C'est sa façon d'investir dans votre projet ou de subventionner votre projet. Aujourd'hui, l'inspecteur des impôts va tellement vous fatiguer que vous, de 2 ans, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de fermer votre société. Vous comprenez? Donc, les choses au Cameroun ne sont pas si simples qu'on peut le dire. Ce que vous dites là, c'est une chose. L'application sur le terrain n'est pas le plus approprié. Je ne sais pas, renseignez-vous auprès de 100 chefs d'entreprise que vous avez au Cameroun. Ils vont vous dire comment ils sont malmenés par les impôts et autres. Et comment ils sont malmenés par la douane et ainsi de suite. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tant que vous n'avez pas un système entrepreneurial apaisé, bien huilé et autres, on aura toujours des problèmes. Maintenant, il y a certains qui sont habitués à ce système et qui de temps en temps vont derrière, ils vont donner une petite enveloppe et ainsi de suite. Et pour eux, ça se passe très bien. Ils achètent des grosses voitures, ils vivent très très bien. Mais si vous venez avec une image, par exemple, de ceux qui viennent d'Allemagne ou ceux qui viennent du Canada, que bon, voilà, les choses doivent être comme ça. Je dois payer 10 francs d'impôts et autres, et que vous vous rendez compte que c'est au-delà de ce que vous pouvez gagner, il faut que l'État puisse venir vous subventionner. Il n'y a pas de mécanisme de subventionnement de ce genre d'investissement au Cameroun. Pourtant, on subventionnait bien Eneo. Mais si vous voulez le faire, déjà, vous aurez tous les problèmes pour avoir la licence parce que le mécanisme n'est pas établi. Et c'est là où je parlais de transparence. C'est-à-dire que vous allez partir voir le ministre, le directeur général de l'AER, on va vous faire une autorisation spéciale. Pour avoir cette autorisation spéciale, c'est des millions que vous allez mettre sur la table pour pouvoir avoir la signature. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement compliqué et pourtant, si le cadre réglementaire est bien établi, et ils le font, et ils disent que voilà, si pour pouvoir faire comme un passeport, il vous faut tel papier, tel papier, tel papier, tel papier, il vous faut ceci, cela, vous venez, vous les mettez, on vous signe votre autorisation, on vous dit voilà, vous avez 2 ans pour faire. Si vous ne le faites pas au bout de 2 ans, on annule pour donner à quelqu'un d'autre. Ou bien on dit vous avez 1 an, vous n'arrivez pas à faire, on va donner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, pour donner l'émulation à ce que les gens aillent investir. Les gens vont investir. Et ça peut être rentable si l'État joue le jeu. Aussi, docteur, dans le choix, par exemple, des projets aujourd'hui, nous Ce avons sera la vu, dernière rectitude. oui, oui, justement. Rectitude, ce sera la dernière. On va aller très Ok, vite, y a hein. pas de- On va aller très vite maintenant. Une question, Ok. pas plus. D'accord. Non, dans le choix des projets, nous avons vu, vous avez parlé du Nachtigal et il y a aussi Kikon Mebe qui arrive. Ne serait-il pas, comment dire, on n'aurait pas pu plutôt faire le barrage de Sombengue qui a une plus grande capacité que Nachtigal et Kikot Mebe, ça n'aurait pas été mieux. Et aussi pour le Nord Cameroun, au niveau du barrage de Lac d'O, avec tout ce qu'ils ont. Parce que moi, j'ai essayé de bosser sur une centrale solaire flottante de 100 MW crête pour résoudre le problème du côté du nord. Et du côté du sud, je me dis, par exemple, avec le barrage de Sombengue, ça aurait été mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Bon,
Vous voyez, vous réfléchissez exactement comme on réfléchit au Cameroun. Ça veut dire que, voilà, on ne peut pas faire ceci. Non, la planification énergétique utilise des outils de planification qui font une certaine analyse et à partir de ça, on fait un certain nombre de choix. Malheureusement, nous ne les utilisons pas. Je vous donne un exemple. Hein? Le barrage de Sombengue peut être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que il n'est pas très loin du barrage de Son Loulou, il n'est pas très loin du barrage d'Edea et il peut permettre très rapidement d'alimenter Edea, Kribi et puis Douala. Le problème, c'est qu'il y a un IPP qui est à Kribi avec un producteur indépendant. Donc aujourd'hui, on veut qu'on lui donne, parce que lui, il veut gagner de l'argent et il y a eu un engagement pendant 20 ans et autres ou 25 ans pour qu'il ait de l'électricité et qu'il puisse produire un maximum. Est-ce que aujourd'hui, Kribi est une priorité pour l'électricité qui va être produite? La réponse est non. Vous comprenez. Mais ça peut aussi être du fait que Douala n'est pas très loin et que la zone industrielle, c'est Douala. Ça va nous permettre d'avoir plus d'électricité à Douala. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de centrales hydrauliques. Je ne vais pas commencer à citer les noms et autres qu'on a construit uniquement parce qu'on voulait faire plaisir à certaines personnes. Oh oui, on construit aussi dans votre région. Parce que quand on va, par exemple, mettre une centrale même à Nachtigal, Nachtigal, c'est à côté d'où? Nachtigal, c'est plutôt, on est loin, on est pas loin, on est dans l'est du Cameroun. Quels sont les plus grands utilisateurs d'électricité à l'est? Il n'y a pas beaucoup d'industrie à l'est. Il y a les mines qui n'utilisent pas beaucoup parce qu'ils ne transforment pas sur place. Il y a le bois pour lesquels il n'y a pratiquement pas de scierie. Donc, l'électricité qui vient de Nachtigal, c'est une électricité qu'on doit utiliser à Yaoundé et qui doit aussi aller à Douala. Et si cette électricité doit arriver à Douala, sous-entendons, hein, on est déjà à presque 500 kilomètres. Notre réseau aujourd'hui, la très haute tension camerounaise nous limite aujourd'hui de l'ordre de 200 kilomètres. Donc ça veut dire qu'on aura beaucoup de pertes. Mais on n'a pas réfléchi. Effectivement, Sombengue pouvait être une solution. Mais je n'aimerais pas qu'on réfléchisse comme cela. Parce que si on réfléchit comme cela, moi aussi je pourrais venir dire que bon voilà, faisons plutôt à côté de Yaoundé parce que moi ma maison est à Yaoundé, par exemple. Donc il est important qu'on réfléchisse, qu'on travaille, qu'on voie tous les sites, qu'on voie au niveau planification, les différents types d'équipements, les différentes technologies. Et à partir de ça, on va même voir quels sont les barrages qui vont se ressembler de telle manière que si par exemple un type de turbines qui doivent être utilisées ici se retrouve dans beaucoup de sites, qu'on achète même la technologie et que nous-mêmes qu'on commence à fabriquer cela. Et à partir de cela, on pourra progresser. Qu'on analyse où est-ce qu'on va le plus utiliser le courant et qu'on construise les centrales beaucoup plus proches des sites d'utilisation. Vous savez, nos parents étaient beaucoup plus intelligents que nous. Vous savez pourquoi EDEA est une des zones où il y a le plus de centrales hydroélectriques? Parce qu'on a compris que on va construire à l'UQAM vers EDEA, la centrale est là, ça permet de produire juste là où on consomme. Son Loulou n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va alimenter Douala, la zone industrielle et ainsi de suite. Et ça permet à ce que nous puissions avoir une électricité avec moins de pertes sur le réseau. Donc quand on construit, quand on fait une sélection de sites, il y a un certain nombre de critères qu'on prend en considération et à partir de cela, on choisit. Nous, on a trouvé des zones un peu partout. Et ben, quand quelqu'un se lève et dit que bon, moi, c'est moi qui ai découvert Nachtigal, ou bien c'est moi qui ai découvert Kikot, je vais construire à Kikot, on dit oui, allez-y. Mais si on dit la priorité, c'est Sombengue, et ben, c'est celui qui a le site de Sombengue qui va construire le premier. Et s'il ne peut pas construire, on va dire au deuxième, le premier qui avait le site ne peut pas construire, allez-y construire à sa place et on va faire les études nécessaires. Maintenant, je finis par Kikot. Pour moi, Kikot, c'est un projet, si c'est à titre personnel, par rapport au peu de connaissances que j'ai, c'est un projet qu'on doit arrêter pour le moment et le réétudier et le réanalyser. Pourquoi? Parce que Kikot récupère toutes les erreurs qu'on a commises sur Nachtigal, que ce soit au niveau du prix, au niveau du tarif d'achat d'électricité, au niveau de beaucoup de paramètres et autres, on se remet à faire exactement la même chose. Nachtigal n'était pas une réussite. Tout le monde essaie de nous faire croire. Oui, pour la Banque mondiale, Nachtigal, c'est une réussite. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Les gens qui leur sont leurs affiliés gagnent beaucoup d'argent.
Mais par contre, pour le peuple camerounais, est-ce que c'était la meilleure centrale et autres au niveau prix de revient de l'électricité? La réponse est non. Et Kikot est dans la même lignée. Et Kikot aura des problèmes parce que si Kikot doit continuer dans la même base et autres, déjà, il aura au moins 2, voire 3, voire 4 ans de retard et son prix aussi sera forcément multiplié par 2 ou quelqu'un quand même construit sa centrale. Et du jour au lendemain, vient te dire que son prix a été multiplié par 2, toi, tu dois prendre ça en considération. Et tu n'as personne au niveau du cadre réglementaire qui a vérifié que tous les prix qu'on vous annonce sont bons. Exactement comme avec Eneo, qui venait, construisait ceci, disait oui, j'ai installé 100 transformateurs, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Personne pour aller vraiment vérifier et s'assurer que tout ce qu'on leur dit, c'est bon. In fine, le Cameroun payait. Donc aujourd'hui, il est important qu'on change cet état d'esprit. C'était la dernière question dont je pourrais conclure, s'il vous plaît. Non, encore 2 ou 3, docteur. 2 ou 3. Il y a Jimisek, ta question rapidement, s'il te plaît. Je suis là avant Oui, lui, non? merci. Bonsoir, docteur. C'est un plaisir de vous écouter. En fait, ma question, c'est sur les hommes, parce que quand on vous écoute, clairement, pour moi, ma synthèse, c'est que il faut des hommes à la bonne place. Aujourd'hui, avec le mécanisme de recrutement de l'État, ou bien comment les choses sont centralisées au Cameroun, comment est-ce que on fera pour avoir les bonnes personnes à la bonne place, que ce soit dans le privé ou dans le public? Parce que moi, aujourd'hui, avec ce que vous expliquez, je vois ça plutôt comme si, pour que ça soit plus facile, il faut que l'État se place comme celui qui met la réglementation et le privé comme ceux qui sont là pour rentabiliser. Mais comment on fera? Déjà aussi, les personnes les plus compétentes, vous avez parlé de ceux qui sont formés pour les achats, ceux qui sont formés pour l'exécution, les ingénieurs. La majorité aujourd'hui se retrouve en diaspora. Quelle est la stratégie qu'on mettra sur pied pour pouvoir profiter de toutes ces capacités, de toutes ces bonnes personnes qui ont les bonnes capacités pour faire changer les choses? Bon, je vais juste vous parler de quelques jeunes frères que je connais personnellement. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du pétrole et des mines au Sénégal, il s'appelle Cheikh Niane. Il a commencé sa carrière à Areva, en France. C'est lui qui est secrétaire général aujourd'hui. Le directeur de budget au Sénégal, c'est un ancien banquier. Le directeur de l'ASER, le directeur général de l'ASER, il est rentré au Sénégal, ça fait, je crois, moins de 2 ans comme directeur général de l'ASER. On est parti le prendre là où il était. Et je crois aussi, il travaillait pour une société sous-traitante d'Areva, Orano aujourd'hui, et ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons, eux, ils vont chercher les compétences là où elles sont. Aujourd'hui, moi, j'étais dans la zone entre Stuttgart et Munich. Le nombre d'ingénieurs qui travaillent dans le domaine automobile et autres, et qui maîtrisent la maintenance d'un certain nombre d'équipements et qui peuvent être capables de nous maintenir, même nos groupes électrogènes et autres ici, il y en a des tonnes. On peut aller les chercher. Donc, les ressources humaines, on peut les avoir. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un système, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais je vais quand même en parler par rapport au peu de connaissances que je peux avoir là-dessus. Aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde peut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'un administrateur civil va se retrouver à diriger une société qui construit les centrales nucléaires et autres. Vous allez voir un ancien sous-préfet qui est DG des mines. Vous allez avoir un ancien administrateur ou alors un ancien magistrat qui va se retrouver à être DG d'une société électrique et ainsi de suite. C'est pas dire que non, il peut avoir été un magistrat ou bien un administrateur, mais après, il a quand même eu une base managériale et il a une expérience entrepreneuriale parce que les sociétés dites même privées et publiques, comme par exemple la Socadel aujourd'hui, la Socadel, en réalité, c'est une société privée à capitaux publics. Tant qu'on n'a pas compris cela, ça veut dire qu'on n'a absolument rien compris. Quels sont les administrateurs de toutes nos sociétés? Que ce soit Cameco, que ce soit la Socadel, que ce soit n'importe quoi, c'est des fonctionnaires.
parce que vous êtes directeur de l'électricité, directeur au premier ministère et autres, ça vous donne droit d'être administrateur de la Cameco. Mais vous connaissez quoi du transport? Vous connaissez quoi de la vente des billets de billets d'avion? Si vous êtes à INEO, vous connaissez quoi des chutes de tension, des problèmes techniques et ainsi de suite? Mais c'est vous, parce que vous devez être là pour représenter votre ministre. Et à partir de cela, le DG, en réalité, il est laissé à lui-même. Il n'a pas de gens qui peuvent le guider de façon convenable et autres. Et de l'autre côté, il a des administrateurs qui sont là pour simplement émarger par rapport au per diem qu'ils auront sur les conseils d'administration, et ça s'arrête là. Donc, aujourd'hui, et moi, j'ai vu à une période, je connaissais un ministère où quasiment 80% des conseillers techniques, c'était des anciens professeurs de lycée. Parce que oui, à une époque, c'est les gens qui sortaient des écoles normales qu'on recrutait avec les gens de l'ENAM. Parce qu'il ne nous était plus permis de recruter des fonctionnaires et autres. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand on les avait recrutés pour enseigner au lycée de Nguelemenduga et autres, non, ils s'arrangeaient, on les envoyait dans un ministère. Et vous les trouvez, ils sont conseillers techniques parce qu'avec le temps, ils ont évolué et ils sont à des postes où on avait besoin des ingénieurs. Vous allez voir, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas et tout, un directeur de l'électricité qui est un agent de maintenance qui est sorti par exemple de l'INSEAD de Ngaoundéré et autres où on le préparait à maintenir une usine à Yaourt et autres. Et c'est lui qui va être là. Comment peut-il se retrouver avec un bon ingénieur d'EDF et avoir une discussion convenable? Il ne sera qu'un béni, oui. Donc aujourd'hui, il faut que le Cameroun se dise que on a besoin des compétences à chaque poste. Même dans les ministères, on doit avoir des vrais ingénieurs, pas simplement des ingénieurs. Il y en a, ils formés à Sierra Leone et autres et machin. Non, on a des gars de Polytechnique. Pourquoi est-ce que Polytechnique ne devient pas un peu comme Polytechnique en France, une école où ceux qui sortent, ou du moins ceux qui sont de la crème, sont intégrés automatiquement dans l'administration comme fonctionnaires? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi dans l'école des travaux publics aujourd'hui, nous avons un pays, on n'a pratiquement pas de route et pourtant on a une école des travaux publics? Pourquoi les gens qui sont formés à l'école des travaux publics ne sont pas de facto intégrés dans la fonction publique de manière automatique et autres comme fonctionnaires? Et non simplement ceux qui auront la chance d'avoir certains parents et autres et qui pourront maintenant être intégrés comme administrateurs ou du moins comme même pas fonctionnaires, quel est le mot qu'ils utilisent, contractuels de l'administration. Donc aujourd'hui, il est important de reformer et refonder complètement notre système parce que dans les pays que nous suivons, c'est quoi? C'est la France. Et en France, vous allez trouver des gens qui sont fonctionnaires ou qui se retrouvent dans les mécanismes de la fonction publique et autres, mais qui ont été formés dans des écoles d'ingénieurs, en Allemagne et ainsi de suite. Ça aussi, on doit le mettre en place dans notre pays. Malheureusement, c'est pas le cas, mais c'est pas quelque chose qu'on va changer facilement parce que le système est déjà établi. Certains sont là, ils veulent que leurs enfants qu'ils régénèrent leur position par leurs enfants et ils ont envoyé leurs enfants à l'ENAM. Donc, ce n'est pas une bataille facile pour pouvoir faire en sorte que du jour au lendemain, qu'on aille chercher les gens compétents de l'autre côté pour venir avoir certains postes. Mais on peut commencer, ne serait-ce que dans des sociétés publiques aujourd'hui, et je le répète, elles sont régies par OHADA, donc ça veut dire que quand on se retrouve dans une société comme Cameco ou dans une société comme Socadel, dans une société comme EDC et autres, on a un fonctionnement purement et simplement privé, même si c'est les capitaux étatiques. Modeste, s'il te plaît, une dernière question pour que après il conclue parce que il commence à se voir qu'il y a de la fatigue. Justement, c'est ce que je voulais faire. Sinon, quand on termine à 20h. Ruben, Oui, merci. Ruben, dernière question. Après, il y a une question pour conclure. Ruben, rapidement, s'il te plaît. Oui, merci, docteur. Je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai quand même deux préoccupations, hein. C'est-à-dire que dans la première, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une note d'espoir. Si vous en avez, vraiment, dites-le nous, parce que quand je vous entends parler, c'est comme si le Cameroun ne pourra jamais résoudre ce problème de fourniture énergétique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que quand on regarde les entreprises au Cameroun qui fonctionnent très bien,
tous ceux qui sont, en quelque sorte, les chefs d'entreprise sont tous membres du parti au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas la voie par laquelle peut-être vous pouvez passer pour faire valoir votre expertise qui est utile pour les populations? Je veux vous dire une chose. Tous les gens qui sont directeurs généraux ou quoi que ce soit ici au Cameroun ne sont pas forcément membres du RDPC. Parce qu'aujourd'hui, ils sont quasiment imposés à fonctionner comme s'ils l'étaient. Moi, je connais des gens, de très bonnes connaissances, qui ne militent pas dans le RDPC. Mais quand il y a une élection, ils vont retrouver leur nom sur une liste comme élite de tel village et tout cela, et ils doivent se présenter là-bas et automatiquement ils deviennent comme s'ils étaient membres de ce parti, parce que le système entre guillemets de parti unique aujourd'hui a imposé à tous ceux qui ont des responsabilités à avoir des acquaintances avec le RDPC. Sinon, premièrement, ils ne vont pas avoir des postes pour certains. Pour d'autres auxquels on a pensé et qu'on a donné, quasiment on les impose et autres. Mais moi, le problème n'est pas là. Même si c'est un problème, le problème n'est pas là. Moi, je suis pour la démocratie, mais à l'africaine. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas comme on peut le voir en Allemagne ou comme on peut le voir en France ou aux États-Unis. Quoique. J'ai beaucoup d'espoir. Pourquoi? Moi, je suis rentré au Cameroun. Je vis au Cameroun. Même si je suis au Sénégal, je suis dans beaucoup d'autres pays africains où j'ai des activités, je suis en Europe pratiquement tout le temps et autres, mais mon adresse, je paye les impôts, où je vis, ma maison et autres, c'est au Cameroun, à Yaoundé. Donc d'une certaine manière aujourd'hui, si je n'avais pas espoir pour ce pays-là, je ne viendrais pas y vivre, je vivrais là où, en France, où je sais que j'ai une meilleure santé, un système de santé et autres, et puis ma vie serait meilleure. Non, il y a une note d'espoir. Mais pour que ce pays-là puisse évoluer, il faut que déjà les gens prennent conscience ici au Cameroun et autres qu'ils doivent changer. Ça, c'est un. Il faut que la diaspora aussi œuvre dans ce sens-là, pour faire en sorte qu'il y ait ce changement. Parce que la diaspora aujourd'hui davantage œuvre, oui, on va envoyer l'argent aux frères, on envoie les habits par-ci, on construit la maison par-là, on envoie la voiture aux parents et tout. C'est bien beau et autres. Mais ce n'est pas ça qui va permettre vraiment le développement de notre pays. Et il faut que la diaspora travaille davantage, même sur le changement de mentalité. Beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que l'alternance n'est pas possible au Cameroun. Mais l'alternance est possible au Cameroun, à condition que tout le monde travaille dans le même sens. Aujourd'hui, on a ceux qui sont au Cameroun se sentent laissés à eux seuls. Quand il y a un problème et autres, ils vont le subir et ils vont avoir l'impression qu'ils n'ont personne à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'extérieur considèrent que oui, mais ceux qui sont là-bas, ils ne se battent pas, ils ont baissé les bras. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un mécanisme où rien n'évolue et où rien ne change. Les hommes, on a des hommes à l'intérieur du Cameroun qui ont une certaine compétence. Malheureusement, ils n'ont pas toujours la possibilité d'être à la bonne place au bon moment. Et on a aussi des hommes à l'étranger. Mais la nature a horreur du vide. S'il y a des gens ici, qu'ils soient compétents ou incompétents, et qu'ils se rendent compte que eux, ils peuvent tout avoir, pourquoi voulez-vous qu'ils essayent d'aller prendre quelqu'un à l'étranger? Parce que eux, ils ne pensent pas au développement, ils pensent à l'individu. Et c'est là où je vais finir. Ça amène donc à dire, il faut que le Camerounais change. Parce qu'à certains moments, on se pose la question s'il y a des délestages au Cameroun et autres, est-ce que les Camerounais ne le méritent pas? Il faut que la mentalité change. Le policier qui va vous taxer parce que vous conduisez votre voiture, vous avez tous les papiers, mais qui va vous prendre 5 000 parce qu'il faut qu'il vous prenne 5 000 et pourtant il a un salaire. Ou alors le douanier qui sait que vous devez ramener 1 million pour payer un truc. Il vous dit, bon voilà, donnez-moi 500 000, payez 200 000, vous gagnez 300 000 et que vous êtes content, vous avez quand même gagné 300 000. Lui, il a pris 500 000, mais l'État n'a pris que 200 000. Et ces 200 000 là, ça veut dire que c'est 500 000 qui manquent pour payer la scolarité ou du moins pour financer la construction d'une école ou bien pour acheter les médicaments dans un hôpital. Quoique, il va encore dire que oui, les 500 000, là, quand on va vouloir acheter les médicaments, le gars va les acheter et il va les vendre pour mettre l'argent dans les poches.
Et ça, qui le fait? Ce n'est pas le gouvernement uniquement. C'est les individus comme vous et moi qui travaillent dans le système. Donc aujourd'hui, la population au Cameroun et autres, et tous les gens qui ont un- une petite once de pouvoir se sont retrouvés aujourd'hui à en abuser. Moi, je me retrouve une fois à Douala, vous voyez les agents municipaux là qui contrôlent. Simplement, leur rôle, c'est de contrôler les mototaximens et autres. Mais ils se prennent aujourd'hui pour des généraux de l'armée. Il faut voir comment ils tabassent les mototaximens et autres. C'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, chaque personne qui a une once de pouvoir en abuse. Et si ça ne change pas, comment est-ce que cela va changer? Comment est-ce que vous, dans la diaspora, vous pouvez vous mobiliser pour faire en sorte que les gens ne se comportent plus comme cela ici et que les abus soient d'une certaine manière punis? Parce que ces mêmes personnes, du jour au lendemain, ils prennent l'avion, ils viennent vous narguer à Berlin, ou alors à Paris, ou alors à Toronto, ou alors à Washington et autres, avec l'argent qu'ils ont pris sur la population pauvre et ainsi de suite. Comment faire pour faire en sorte que ces gens-là ne se sentent pas en sécurité avec ce genre de comportement? Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit réfléchir d'une manière ou d'une autre. Et que ce soit au Cameroun ou dans la diaspora, les gens vont œuvrer. Il faut que le Camerounais change, que nous changeons de référentiel, mais tout le monde pense qu'il faut qu'on change de président ou bien qu'on change de gouvernement, alors tout va être réglé. Non. Parce que D'accord. ceux qui vont venir là-bas voudront simplement faire un remplacement et continuer avec exactement le même système, tant qu'on n'aura pas changé exactement à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, docteur, je vous permets de conclure sur cette question d'un auditeur qui il demande quel est selon vous le futur, l'avenir de la géothermie au Cameroun? Et puis, une préoccupation personnelle que j'ai, je vous titille un peu, docteur. Où est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voyez en 2032, vous voyez dans la peau d'un électeur ou dans la peau d'un élu? Suivez mon regard. Alors, je vous permets de conclure là-dessus. Oui, 2032, c'est loin. Hein. 2032, c'est loin. Et tout. Non, aujourd'hui, moi, je me vois plus dans la position d'un homme actif et autre qui va essayer d'apporter à sa population, et ne serait-ce que dans sa région, ça peut être sa région de naissance ou alors sa région d'adoption et autres, et qui va œuvrer et pour pouvoir faire en sorte que les choses d'une certaine manière puissent changer. Et quand on dit élu, c'est pas forcément avoir un poste sélectif qui permet de gagner de l'argent et autres. Moi, aujourd'hui, je considère que je dois évoluer et prendre ma retraite. Je suis de ceux qui pensent que j'ai travaillé depuis un âge très jeune. J'ai cotisé. Il faut quand même que je vive avec le fruit du travail que j'ai fait. Jamais je ne serai de ceux qui arrivent à 80 balais, ils meurent en poste. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas touché leur argent de retraite. Moi, je vais toucher mon argent de retraite, je vais bien le manger et autres, je vais en vivre. Mais par contre, par rapport au Cameroun, je vais être actif. Je vais être très actif pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un changement. Ça peut être dans un domaine purement associatif, ça peut être dans un domaine électif, ça peut être dans un domaine, je dirais, d'ONG, mais ou du moins, oui, mais bon, c'est associatif ça et autres. Mais il va falloir et on a commencé. Aujourd'hui, par exemple, je suis dans un groupe avec un certain nombre de personnes. Nous électrifions, nous montons des lampadaires solaires dans beaucoup de petits villages. 3 lampadaires solaires par-ci à la place centrale, 4 par là, 3 par là, 4 par là, et ainsi de suite. Et on le fait depuis un certain nombre d'années. Et ça nous donne beaucoup de joie. Moi, je crois que je ne vais pas m'arrêter simplement à parler. Il faut être actif sur le terrain. Et moi, j'aimerais, et si ça doit être mon mot de conclusion et autres, j'aimerais que vous aussi de la diaspora, que vous travaillez pour ceux qui sont de la diaspora, que vous travaillez pour créer ici des gens qui sont capables de vous représenter, ne serait-ce que par rapport aux positions électives. Et c'est ce que j'ai même écrit un livre il y a quelque temps. Et autres où je parlais Oui, la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise, une réflexion sur la place des Camerounais de l'étranger dans le destin national, que vous avez écrit en 2024. Et vous avez aussi écrit également un livre sur la construction d'un État développementaliste communautaire.
Le cas Exactement. du Et Cameroun. dans, Voilà. ouais, et dans celui-là, je parlais de un mécanisme qu'on appelle la franchise politique. La franchise politique, c'est exactement comme la franchise économique. McDonald's et autres, c'est des franchises. Aujourd'hui, vous qui êtes là-bas et ceux même qui sont ici, vous pouvez aujourd'hui décider et autres de voir des gens qui ont envie d'investir dans la politique d'une certaine manière et créer un mécanisme de franchise, mais qui est plutôt politique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous lui apportez un certain nombre d'une vision qui peut être une vision étrangère et autre par rapport au développement. Et eux, ils se font d'une certaine manière élire. Et ils investissent aussi dans cette élection, ce qui va leur permettre de pouvoir, et auprès de leur population, d'être premièrement dignes et d'être capables de leur apporter quelque chose. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des individus élus qui ne sont pas des machines qui ne sont pas à la merci des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un parti politique, quel qu'il soit au Cameroun, vous n'avez plus un cerveau pour réfléchir. Vous devez mettre en œuvre les décisions qui sont prises par par l'état-major de ce parti-là, que ce soit le RDPC, le MRC, l'UPC et autres. L'état-major décide et vous devez mettre en œuvre. Mais quand vous avez, je dirais, des élus qui sont un peu comme des franchisés, et effectivement, ils se sentent indépendants parce que quand vous avez votre McDo à Berlin et autres, vous allez respecter la qualité du produit, comment ça s'appelle, du produit McDo des États-Unis. Mais heureusement pour vous, vous pouvez faire votre McDo pour 10 personnes ou pour 100 personnes ou pour 1000 personnes. C'est votre McDo à vous. Et il faut aujourd'hui que les hommes politiques aient cette assise-là, que je suis élu dans cette zone, c'est d'abord moi. Ce n'est pas le parti qui est devant, parce que j'ai conçu cela avec mes frères, avec mes amis, avec des gens qui croient en moi et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait par vous pour pouvoir développer le Cameroun. Donc, pour conclure, moi, je voulais juste déjà Et vous sur dire... la géothermie, docteur, il y a quelqu'un qui a posé la question sur l'avenir de la géothermie au Cameroun. L'avenir de la géothermie, c'est une énergie renouvelable qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante. Mais elle a un problème un peu comme l'éolien. Il faut des investissements très élevés au début pour faire les études. Et les privés n'ont pas ces moyens-là. Il aurait fallu que l'État, par exemple, fasse des études, par exemple, sur l'éolien, pour voir quels sont les coins où il y a du vent et ainsi de suite. Et ça fait que quand vous venez, vous faites simplement une étude de faisabilité par rapport à l'acquis, parce que ces études initiales sont très élevées et elles sont très risquées, puisque vous pouvez, par exemple, évaluer du jour au lendemain, vous vous rendez compte que c'est pas possible et vous avez perdu beaucoup d'argent. Sur la géothermie, c'est pareil. Il va falloir, par exemple, aller dans des zones et autres qui peuvent être, par exemple, des zones volcaniques. Et il va falloir creuser beaucoup trop, voir ce qu'il y a, voir comment on doit le réaliser, comment injecter de l'eau pour le faire ressortir à une certaine température et autres. C'est des investissements qui sont assez élevés au préalable. Et un individu comme vous et moi ne peut pas faire ce genre d'investissement. Pourquoi? Parce que il a, je dirais, 10% de chance de réussir dans un projet, quand bien même il sait qu'il y a un volcan quelque part. Mais quand vous avez 90% de chance de perdre votre investissement initial d'études, vous n'allez pas vous y lancer. Donc la géothermie a cet handicap-là et autres dans notre pays. Quand le pays comprendra qu'il faut faire travailler un certain nombre de personnes, quand on aura des cabinets techniques, des cabinets d'ingénierie à l'intérieur de nos ministères et autres qui sont capables de faire certaines petites études, même si elles ne sont pas des études très très précises, mais anticiper sur certaines petites études et autres. Oui, effectivement, ça pourra donner, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, notamment par les privés. Bon. Docteur. Oui. Bon, je voulais simplement dire, j'ai accepté parce que habituellement je suis déjà passé à la télé, mais très difficilement. Je me fais souvent, je ne dirais pas prier, mais souvent j'aime pas beaucoup parler parce que même là, il y a beaucoup de choses que je pouvais dire et autres, mais bon, que je n'ose dire parce que je me dis il faut toujours être très positif
et parce qu'on y croit. Mais je l'ai accepté. Pourquoi? Parce que je considère aujourd'hui que je suis arrivé à un certain âge où il faut que je commence à partager certainement avec les jeunes frères, avec d'autres aussi peut-être qui n'ont pas la même expérience que moi sur un certain nombre de domaines. Et peut-être que si on est nombreux à porter le message dans le même sens, peut-être qu'on pourrait être entendu, on pourra d'une certaine manière faire en sorte que les choses changent. Donc, faire ce genre de discussion, ce n'est pas simplement les écouter et puis rester tranquille. C'est maintenant prendre ce qu'on a pu prendre là peut-être, même si c'est juste un seul point, voire 2 points, et se dire comment est-ce qu'on peut réfléchir sur ces points-là pour faire en sorte qu'on puisse d'une certaine manière évoluer. Ça peut se faire par des think tanks, ça peut se faire à l'intérieur même des think tanks, vous avez déjà, où vous allez mettre cette problématique-là et ainsi de suite. Et en même temps, pour moi, il y a aussi des gens qui ont à peu près mon âge, qui sont peut-être là aujourd'hui en train de suivre cela et qui ont des spécialités et des compétences dans un certain nombre de domaines. Certains sont déjà retraités au Cameroun, d'autres vivent à l'étranger et autres, qui se disent que c'est peut-être le moment aujourd'hui de pouvoir commencer à rendre d'une certaine manière au Cameroun ce que le Cameroun a pu leur apporter, même si certains peuvent se dire mais non, le Cameroun ne m'a pas apporté grand chose et tout, c'est l'Allemagne qui m'a donné la bourse, c'est l'Australie qui m'a donné une bourse et tout cela et ainsi de suite. Non, le Cameroun nous a quand même donné, c'est notre pays et nous y avons nos familles et tant qu'ils vivent malheureux, on ne peut pas être heureux. Moi, j'aimerais que ce genre de discussion soit suivi d'actions, je ne sais pas lesquelles, d'une manière ou d'une autre, et toutes les petites actions qui pourront être initiées de part et d'autre finiront par devenir des très grandes actions. Le Cameroun a beaucoup de capacités. Moi, j'ai vu beaucoup de pays en Afrique, j'ai vu leurs ressources, que ce soit humaines, logistiques, financières, agraires et ainsi de suite. Quand je les compare au Cameroun, il n'y a pas photo. Le Cameroun est un pays où en 3 ans, si on améliore la gestion de la donne publique et la donne privée, c'est un pays qui va exploser. Et nous avons les ressources pour cela. Et j'aimerais simplement que nous tous, que vous tous, qu'on se mette au travail, que personne ne considère qu'il est trop petit ou il est trop faible et autres. Non, nous tous, on a une certaine valeur, on peut apporter quelque chose, qu'on essaye de travailler tous ensemble d'une certaine manière pour le bien du Cameroun. Et si on s'attend à ce qu'on va avoir quelque chose en retour, alors là, je vous dis, il faudra effacer cela de votre cerveau. Vous n'aurez rien en retour. Même vos propres familles, vous allez faire des choses pour ce pays et autres, il n'y aura pas de reconnaissance. Il n'y aura absolument pas de reconnaissance, mais vous le faites parce que si aujourd'hui vous êtes passé de là où vous êtes pour arriver peut-être à un certain niveau, de pouvoir passer 1 heure, 2 heures à discuter comme ceci, ça veut dire que vous avez quand même dépassé un problème de nourriture. Parce que les gens qui n'ont pas de quoi manger, à pareille heure, ils sont en train de chercher de quoi manger que d'être là en train de discuter d'un point comme ça avec moi. Donc, si vous êtes à ce niveau, ça veut dire que vous avez la capacité de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à réfléchir sur le développement de notre pays. Eh bien, allez-y encore à fond. Essayez de prendre des actions. Essayez pour certains qui sont là, de vous positionner pour gérer vos villages, pour gérer vos mairies, pour gérer vos arrondissements et ainsi de suite. Aider certains qui sont au Cameroun et autres, si vous êtes à l'étranger, à ce qu'ils puissent avoir les moyens nécessaires pour être candidats aux élections législatives qui vont venir l'année prochaine et autres, qu'ils puissent être députés d'une certaine manière et qu'ils puissent défendre vos idées. Ils peuvent être du RDPC, mais si c'est des gens, ou alors du MRC, quel que soit le parti, mais si c'est des gens qui sont là parce qu'ils considèrent que c'est leur valeur intrinsèque qui les a amenés là, ils ne seront pas comme les bénis oui-oui que nous avons aujourd'hui, qui acceptent tout à l'Assemblée nationale, acceptent tout dans leur municipalité, et quand vous discutez avec eux, ils pleurent avec vous exactement comme s'ils ne pouvaient absolument rien faire. Pour cela, il nous faut des hommes. Et ces hommes-là, c'est nous, c'est vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, je veux juste dire merci au docteur. Je ne sais pas si, Modef, tu vas conclure le live, mais je tiens à remercier le docteur d'avoir accepté avec spontanéité de participer à mon live sans me connaître particulièrement, d'avoir accepté de venir discuter de ce sujet-là avec nous, des personnes lambda qui n'avons pas des connaissances approfondies dans le domaine. Merci beaucoup pour la disponibilité et merci d'avoir prêté au jeu. Modeste, tu veux conclure le live? Oui, je voulais. Oui, allez-y. Petite seconde. Allez-y, docteur.
je tiens déjà à vous remercier parce que il y a un jeune gars en Allemagne dernièrement qui a fait une vidéo me concernant. Je ne le connaissais pas non plus. Je l'avais jamais vu, jamais entendu parler, et il a parlé de moi comme si c'était moi-même et autres. Donc ça veut dire que c'est à moi de vous remercier aussi de commencer parce que j'ai l'impression que c'est un peu récent par rapport aux 10 dernières années, voire aux 15 dernières années, où déjà des gens commencent à vouloir mettre en exergue certains des Camerounais qui ont fait quelques petites choses et j'ai vu beaucoup d'autres vidéos et même des lives comme ceci où vous prenez le temps de discuter avec moi. On commence de plus en plus à mettre en exergue des gens qui ont fait un minimum de choses là où ils étaient pour qu'ils puissent quand même être un exemple pour notre jeunesse qui a complètement perdu le nord. Ici, aujourd'hui, ou bien au Cameroun, les gens, il faut être un footballeur, ou alors un musicien, ou alors être je ne sais pas quoi, mais parler à la télé aujourd'hui pour être reconnu. Et vous commencez à vouloir rechercher des gens qui peuvent peut-être être capables de parler du Cameroun. Donc, c'est à moi-même de vous remercier, de vous commencer à se dire non, écoutons les vieux là, ils ont peut-être une certaine expérience. Et je terminerai par là. Même au Cameroun, moi, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé à la SONEL. Certains sont à la retraite aujourd'hui. J'ai discuté avec eux. Si vous parlez de ce que doit être la SONADEL, la SOCADEL, c'est des gars qui sont capables de conseiller ceux qui dirigent cela et faire en sorte que la donne soit changée. Mais personne n'a envie de les écouter. Personne ne sait même qu'ils existent et tout. Donc, c'est à vous déjà que je dirais merci pour le travail que vous faites. Merci. Merci, docteur. Moi, je finirai, docteur, en émettant un vœu que vous puissiez revenir parce que ça fait 2 heures, ça a été très long et très court en même temps. Il y a beaucoup de sujets qu'on aurait voulu évoquer. Par exemple, une possible collaboration avec les communautés, avec les collectivités territoriales décentralisées. Par exemple, parler amplement de votre entreprise, de ce que vous faites au Cameroun, parce que vous nous avez dit un peu de ce que vous faites au Sénégal, pas beaucoup de ce que vous faites au Cameroun. Si on peut prendre un rendez-vous peut-être dans 2-3 mois pour faire une deuxième partie, pour parler des sujets qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui, ça nous ferait grandement plaisir, docteur. Vous prenez l'engagement? Oui, on pourra en parler, mais bon, ce sera davantage faire la publicité de ma société et tout. Si vous êtes prêt à la faire, moi je ne dis pas non, mais c'est intéressant. Moi, je suis prêt à discuter avec vous à tout moment sur un certain nombre de points où je peux apporter quelque chose, que ce soit des problèmes industriels, des problèmes des infrastructures, des problèmes énergétiques et autres. Oui, je suis à votre disposition. Merci, docteur. Bonne soirée. Merci. Je voulais dire au docteur que nous sommes disposés. Si nous sommes un petit groupe de jeunes Camerounais qui essayons de parler de notre pays, de mettre les problématiques que rencontre notre pays, d'essayer d'apporter des solutions à notre niveau par des idées, de faire des recherches sur certains points et de mettre des débats comme ceci pour pouvoir discuter entre Camerounais sur des solutions. Non, nous sommes disposés sur nos panels à recevoir vos différentes connaissances, vos amis qui ont des CV aussi longs que le vôtre, peut-être plus ou moins, pour qu'ils puissent discuter sur nos panels des connaissances qu'ils ont dans leur domaine. Ça peut être dans le domaine de l'énergie comme dans d'autres domaines. Nous sommes prêts à mettre ces figures-là en avant parce que oui, le Cameroun a besoin, les jeunes Camerounais aujourd'hui ont besoin des figures qui vont leur servir d'exemple pour l'avenir parce que on a un peu plus l'impression qu'aujourd'hui il faudrait les Camerounais ont plus comme exemple prennent un peu plus comme exemple des figures qui sont devenues aujourd'hui entre guillemets des influenceurs qui font des choses qui ne sont pas toujours catholiques et respectables pour l'image de notre pays. Nous avons besoin des figures comme des gens comme vous qui vont continuer davantage à pousser les jeunes à aller vers de longues études, à apprendre un peu plus dans certains autres domaines pour apporter dans l'avenir des choses dans notre pays afin que nous puissions tous nous construire ensemble. Donc, nous sommes disposés. Si vous avez des propositions à nous faire plus tard, vous avez mon contact. Donc, vous pouvez me dire que ok, telle personne est disponible pour un live. Et comme ça, on prépare le live et on fait un panel. Donc, merci encore d'être venu. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. D'accord, bonne soirée. Allez, à bientôt.
plein de dessins.